Salut Antoine, Salut, comment vas-tu? très très bien. Écoute, ravi de t'accueillir chez moi. Bah écoute, merci. Enfin, chez nous. Donc pour un peu de contexte, on est à Annecy, donc ça va bien avec la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. On va revenir un peu sur ton parcours, mais est-ce que tu peux me dire dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui? Alors écoute, c'est très simple, j'ai grandi dans un environnement familial très propice pour s'épanouir dans la nature parce que mes parents, voilà, ils habitent à la campagne. J'habite dans une toute petite commune qui s'appelle Petit-Mars. Donc pour ceux qui connaissent, c'est à 30-40 minutes de Nantes. Donc il n'y a pas grand monde, 2000 habitants. Mais il y avait largement de quoi s'amuser avec, pour faire des cabanes, etc. Donc voilà, j'ai grandi avec deux grands frères. Un grand frère qui est aujourd'hui militaire et un autre frère qui est à Paris. Voilà, j'ai vécu avec deux grands frères, donc c'était pas forcément facile au début. Et puis qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc aujourd'hui, je suis coach en ultra trail et course à pied. Et en parallèle de ça, je développe une plateforme aussi qui est liée au coaching, toujours dans les mêmes thématiques. Donc on va revenir un peu à comment tu en es arrivé là, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu peux me dire un peu plus quel genre d'enfant tu étais? Alors moi, il faut savoir que donc c'est un peu la mode en ce moment, mais moi pour le coup, ça a été vraiment cliniquement prouvé. Donc je souffre, entre guillemets, je dirais pas souffre, mais de TDAH, d'hyperactivité, etc. Donc du coup, j'étais un enfant très hyperactif, mais à tel point que mes parents ils me mettaient des ceintures pour m'attacher quand je mangeais, parce que je tenais pas en place. Ah oui. Donc voilà, Dès j'étais tout vraiment... petit. Ouais, dès tout petit, vraiment, depuis tout petit, je courais partout, j'étais vraiment un peu zinzin. Je parlais très vite et je souffrais de bégaiement aussi quand j'étais plus jeune. Donc c'était pas évident, mais du coup voilà. Donc j'étais très hyperactif. Donc c'est pour ça que le sport, ça m'a beaucoup aidé à me canaliser, parce que j'avais pas d'autre activité pour exprimer toute mon énergie, malgré que je sois suivi, etc. quand j'étais plus jeune. Mais donc voilà un peu. Donc c'était pas évident, parce qu'à l'école, forcément, même s'il y avait des bons résultats scolaires, parce que voilà, mes parents m'ont toujours offert une belle éducation. Ma mère était bibliothécaire aussi à côté, donc Ok. elle lisait beaucoup. Donc sur le plan intellectuel, ça se passait très bien à l'école, mais par contre sur le plan comportement, c'était la catastrophe. Ouais. Et du coup à l'école, t'étais un peu mis de côté, enfin, En fait, j'étais pas mis de côté parce que j'étais toujours un peu dans le tête de groupe, tu vois, parce qu'en fait, j'étais un peu le fanfaron, un peu le clown de la classe. Donc forcément. forcément, tu fais plaisir à tout le monde. Le truc, c'est que quand t'es le clown de la classe, ce qui se passe, c'est quand tu fais une bêtise, il n'y a plus personne. Donc c'est bien marrant de faire rire la galerie. Tu Oui. ramènes des amis, etc. Mais après, derrière, quand tu es face au directeur, t'as plus personne. Donc je n'étais pas du tout mis à côté. Par contre, voilà, les gens en général, ils se mettaient pas en groupe avec moi quand il fallait faire des groupes de devoirs, etc. Parce qu'ils savaient que j'étais un peu. Donc t'allais J'étais un rien peu- faire quoi. Bah ouais, j'étais un peu foufou, quoi. Donc voilà. Mais par contre, j'avais quasiment les meilleures notes de la classe. J'étais toujours dans le top 3 des meilleurs élèves, que ce soit au collège, etc. Donc j'ai toujours eu des bonnes notes. Mais par contre, niveau comportement, c'était pas trop ça. Ouais. Et tu faisais quoi comme sport pour compenser un peu avec cette Alors, énergie? au début, j'ai suivi mon frère et mon père, parce que mon père est fan de foot. C'est-à-dire il a des origines catalanes, donc très grand fan de foot, etc. FC Barcelone, la totale. Donc, du coup, moi, j'ai commencé directement par le foot. J'en ai fait jusqu'à mes 15 ans, mais après, j'ai fait de la course à pied aussi à côté. Et en fait, il y avait un truc à l'école qui s'appelait le cross du collège. Donc, le cross du collège, c'est un peu le truc que tout le monde refuse de faire quasiment. Mais pour le coup, chez nous, c'était vraiment une épreuve, parce que mon grand frère l'avait fait, mon père l'avait fait. Et tout le monde adorait faire ça dans la famille. Et souvent, on les gagnait tout le temps. Donc, du coup, moi, j'avais la pression de me dire, voilà, il faut que je fasse comme mes frères et mon père. Je gagne le cross de mon année, quoi. Et donc, du coup, dès 9 ans, mon frère il me faisait faire des tours du village. C'était quoi, 1 km 4. Donc, quand j'avais 9 ans, c'était quand même quelque chose. Je faisais la course contre mon voisin, je me souviens. Et puis du coup, voilà, donc je faisais du foot. Donc, c'était hyper bien pour avoir se faire des amis, s'affirmer dans un groupe, etc. Parce que le foot, c'était un peu le truc le plus populaire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir une petite admiration, un Appétence. amour pour la course à pied, en commençant à l'âge de 9 ans en faisant des crosses. Et donc du coup, après petit à petit, je les gagnais tous les ans. Donc c'est comme ça que c'est venu après la passion pour la course à pied. Mais donc voilà un peu comment je mettais mon énergie. Et tu parles de comparaison avec ton frère, avec ton père. Tu dis aussi que tu es le plus jeune de la fratrie. Comment tu le vivais ça? Je l'ai vécu très bien parce qu'en fait, je voyais mes frères comme des modèles dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, mes deux grands frères, c'est vraiment des inspirations. Enfin, en tout cas, c'est des grandes inspirations pour moi, que ce soit d'un point de vue intellectuel, parce que c'est des gens qui m'ont appris beaucoup. Tu vois, moi, quand j'avais 12 ans en cinquième, mon frère, il me parlait de Nietzsche, il me parlait de Schopenhauer, de grands Ouais. philosophes. Moi, j'avais 12 ans, quoi. Donc, tu vois, quand tu arrives à 12 ans à l'école, que tu commences à parler à ta prof de Nietzsche, prof de Oui. français, te regarde un peu bizarre. Ouais, tu Ok. m'étonnes. Je parlais donc ceux qui connaissent un peu le cinéma, David Lynch et tout, du grand cinéma.
Donc du coup, ils étaient vraiment très cultivés. Et donc ça, pour le coup, je les admirais énormément. Enfin, moi, je buvais leurs paroles. Ok. Et donc ça, c'est dans un premier temps. Et physiquement, vu que mon grand frère avait fait l'armée, je lui prouvais une fascination aussi parce que je souhaitais plus tard rentrer au GIGN de par lui. Donc c'était un peu un rêve que je voyais à travers lui. Au final, que j'ai abandonné plus tard parce que je me suis rendu compte que c'était juste parce que je voulais un peu le suivre. Mais en fait, de les idéaliser un peu, de les admirer, ça m'a permis vraiment de me façonner en tant que personne. Déjà de ne pas forcément de pas avoir suivi un peu ce que font tous les enfants d'aujourd'hui, tu vois, d'être resté sur mes écrans, à rien faire. Là, juste, Ouais. j'étais drivé en fait, tu vois, j'étais drivé. Et t'as combien d'écart avec eux? 6 ans avec le plus grand et 3 ans avec le moyen. Ok. Donc, Et ouais. t'arrivais à vraiment te créer ta personnalité en te comparant comme ça avec eux? Bah, au début, c'est pas facile. C'est pas Forcément, facile. après, t'es jeune, donc forcément, t'es une éponge. Tu prends ce qu'il y a, et puis tu copies un peu. Et puis en fait, après, tu te rends compte que t'as des forces que tu peux prendre d'un et des forces que tu peux. En fait, ce qui est ça qui est bien, c'est que j'ai pris du bien de chacun, en fait. Mm. Et j'ai essayé de faire un mélange. Puis après, je me suis créé ma propre personnalité. Par exemple, mon plus grand frère, c'est quelqu'un qui est trop introverti. Il joue aux échecs, il écoute de l'opéra, il lit beaucoup, il est très souvent seul. Mm. Et l'autre, c'est l'inverse, plutôt extraverti. Il est très sociable, etc. Et donc, j'ai essayé de prendre les deux, parce que pour Oui. moi, le plus c'était égal Ouais, c'était un le bon- mieux des deux. un bon mélange, ouais. Et toi, donc enfant, tu rêvais de quoi? Tu parles du GIGN, tu savais déjà dès tout petit que tu voulais faire ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est bon, quand t'es tout petit, tu rêves de tout, hein, être acteur, médecin, etc. Mais bon, c'est pas vraiment réel. Mais après, quand mon frère a fait rentrer à Saint-Cyr, donc l'école des officiers, et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, moi, au moment où il est arrivé, donc c'est quoi, devait être en cinquième, je crois qu'il avait réussi Saint-Cyr, moi je me suis dit, ok, je vais faire comme lui, quoi. Enfin, à peu près le même truc. Puis après, je me suis renseigné, je voulais faire les commandos marines au début, puis je me suis dit, ouais, GIGN, je trouvais ça trop beau, trop bien. Et donc après, de mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans, je voulais faire le GIGN. Donc, C'est quoi qui te faisait rêver dans le GIGN? dépassement de soi. Et en fait, le fait de d'avoir une énorme conscience professionnelle, ce qui est assez rare de nos jours, c'est de se dire en fait, ton métier il est vraiment utile, tu as vraiment de la valeur ajoutée et tu fais quelque chose qui dépasse plus que tout, tu vois, ça va au-delà de tout, tu sers ton pays, tu fais quelque chose de grand, tu sauves des gens, etc. Donc j'aimais bien ça. Et surtout le côté de dépassement de soi, tu vois, c'est vraiment d'aller chercher. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte plus tard, c'est que ce que je recherchais dans le GIGN, c'était plus l'aspect sportif et physique que tout ce qui était à côté. Et en Ok. fait, mon grand frère, du coup, il m'avait dit de toute façon, ça va être compliqué que ta personnalité, parce que tu as une personnalité qui est quand même assez euh, ethnocentrée, tu vois. En fait, j'aime bien. Enfin, en fait, je dirais pas que je suis prétentieux ou quoi, ou égocentrique et tout, et que je peux pas fonctionner en équipe, mais je suis quelqu'un qui aime bien être seul aussi, et c'est très compliqué dans une force d'intervention C'est où vrai. en fait tu dois te baser sur les autres. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Par exemple, si, imaginons, j'avais eu un partenaire qui avait été un peu plus faible, j'aurais eu beaucoup de mal à tolérer ça. Et du coup, mon frère m'a dit malheureusement, ça aurait été très compliqué. Donc, J'étais trop jeune, je pense. ouais, dès très jeune, tu as quand même conscience de ta personnalité, de tes forces. Enfin, tu te connais quand même assez bien depuis toujours. Ouais, je me connaissais assez bien. Après, je pense que je me mentais à moi-même sur le fait que j'étais compatible avec ça. Ok. Surtout par le fait parce que en fait, j'avais pas d'autres. Dans ma tête, j'avais pas d'autres rêves, j'avais rien d'autre en fait. Oui, C'est tu venu sais. après, là. Après, j'ai eu d'autres rêves sur la course à pied, etc. Mais le premier rêve, c'était le GIGN. Et voilà, je me suis dit, de toute façon, je vais y arriver et je vais te faire en sorte que ma vie soit faite pour que j'y arrive. Donc, je vais y aller petit à petit, je vais faire des épreuves. Ouais. Je vais d'abord me mettre à la musculation, ensuite au sport de combat, ensuite à la course à pied, jusqu'à arriver au GIGN. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus ma vie a déroulé, et plus, entre guillemets, tu as ce sentiment de t'embourgeoiser dans la vie. Tu vois, C'est vrai. t'arrives, tu vas dans les grandes études, tu fais des soirées, tu te fais des amis, t'apprends, enfin, tu vois, tu as la liberté. Et en fait, ce que j'ai toujours appris, c'est ce qu'on m'a toujours dit, si tu veux aller à l'armée, il faut y aller direct après le lycée. Il faut pas que tu aies le temps de t'intégrer dans la vraie vie, tu vois, de te mettre dans les Ouais, réseaux c'est sociaux, ça. etc. Parce qu'en fait, c'est mort. Parce que Après, c'est trop dur. entre guillemets, quand tu appartiens au GIGN, tu appartiens au GIGN. Tu n'appartiens pas à autre chose. C'est t'appartiens au GIGN. Donc ta famille, ok, c'est cool, mais tu as le GIGN avant. Et donc voilà, tu dois, entre guillemets, te priver d'une certaine liberté pour le GIGN ou pour les forces spéciales. Donc derrière, c'est compliqué quand tu t'es un peu embourgeoisé, tu sais ce que c'est un peu la vie. C'était Oui, compliqué. là c'est compliqué. Et donc tu parles aussi de ton adolescence qui a été plutôt complexe. Est-ce que tu peux en parler davantage? Comment tu étais à ce moment-là? Parce que Ouais, c'est les années un peu cruciales. Ouais, bah écoute, en fait, ça m'a permis de forger mon caractère, je pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je suis arrivé, bon, j'étais assez turbulent quand j'étais plus jeune avec l'hyperactivité. Et donc, quand je suis arrivé au collège, c'était pas facile.
Surtout le fait que les profs soient pas très conciliants avec ça. En fait, à l'époque, en fait, c'est simple. Dans une classe de 25 enfants, même si tout le monde est différent, bien entendu, bah, littéralement, tu avais 24 élèves qui étaient pareils, plus ou moins sur le comportement, et tu en avais un, c'était un peu le mouton, la tête de Turc, tu vois, le mouton noir. C'est vrai. Et tu as 24, j'aime bien cette analogie-là de se dire, tu as le mouton blanc et le mouton noir, tu vois. Et j'étais le seul mouton noir de la classe. Donc c'est facile, tu vois, tu en as toujours un Ouais, c'est facile, à oui, fumer. du coup, c'est toujours Et toi. du coup, voilà, tu dégages, dès Kevin Conner, tu dégages de la classe, etc. Donc du coup, moi, quand j'étais petit, bon, je m'en foutais un peu, toi, tu t'amuses, Oui. tu es dans ta classe, tu jettes des crayons, etc. Mais j'étais pas un enfant non plus. J'étais un enfant perturbé sur le plan de comportement, mais j'étais pas un enfant insolent, j'étais pas un enfant méchant. Je faisais pas je tapais pas les gens, j'insultais pas Oui. mes profs. Juste, pour les profs, c'était difficile à supporter d'avoir un mec qui se tient pas sur sa chaise, qui bavarde tout le temps. Mais en fait, c'était vraiment j'étais vraiment dans l'extrême. Donc du coup, bah, c'était très compliqué. Donc après, mes parents ont un peu mal vécu, pas forcément pour moi, mais plus pour le soutien des profs, parce qu'en fait, ils voyaient qu'il n'y avait rien derrière. Les profs faisaient pas en sorte de s'adapter. En Mais fait, tes me parents, punissaient. eux, ils te soutenaient vraiment. Ouais, ouais, mes parents, ils Ils se ouais, sont ils ont jamais dit, dépensé. il est. Ma mère a dépensé, je sais pas, bon, je vais pas dire de l'argent, mais je crois qu'elle m'avait dit qu'elle aurait pu s'acheter pas mal de choses dans les frais qu'elle a mis, tout ce qui est psychothérapeute et tout, Ouais. parce qu'elle voulait vraiment aussi m'aider, tu vois, pour que je soigne, etc. Oui, elle avait conscience que c'était pas une différence qui allait te poser problème dans la société, mais qu'il Ouais, fallait c'est vraiment. ça, mais en fait, le truc, c'est que, bon, les profs à l'époque, ils étaient un peu. C'est ça. Enfin, ils s'étaient aérés, ils comprenaient pas. Pour eux, voilà, t'es hyperactif, tu sors du système, donc tu dégages. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si t'es un enfant différent, il faut juste comprendre, écouter et puis s'adapter. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus, je dirais pas la mode, mais il va y avoir de plus en plus d'enfants hyperactifs, notamment avec les jeux vidéo, les portables, les écrans. Moi, c'était pas forcément à cause de ça. C'est ma nature, tu vois, je pense. Oui, t'as toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Et donc, du coup, ouais, c'était pas évident. Mais du coup, bref, j'ai été viré d'un collège à cause de ça. Enfin, en fait, je pense que c'était pas possible. J'ai été dans un autre collège. Ça se passait déjà beaucoup mieux parce que déjà, j'étais suivi à côté. Pour le coup, je la Quand tu dis remercie. suivi, c'est par une psychologue. Ouais, psychothérapeute, ouais. Psychothérapeute. Pour le coup, hyper bien. Je la remercie parce que je pense qu'elle m'a vraiment bien aidé. C'est vraiment un travail totalement différent. En fait, c'est pas quelqu'un juste qui t'écoute parler, qui te fait agir aussi. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas dans un podcast de psychologue, mais bref, elle me faisait faire des dessins, des travail de pierre précieuse et tout. Moi, au début, tu sais, je regardais, je disais, qu'est-ce qu'elle me fait, Tariel? Mais en fait, à la fin, tu te rends compte que ça marche bien. Donc, tu vois, par exemple, je lui envoie une lettre tous les ans pour la remercier. Donc, parce que Qu'elle t'a suivi combien d'années? jusqu'au lycée, donc Ah oui, ça fait 6e, 5e, 4e, 3e, second, quasiment 4-5 ans, ouais. ouais, c'est beaucoup. Et puis après, au lycée, elle s'est rendue compte qu'il y avait plus grand chose à faire. En fait, elle s'est rendue compte que si je continuais à peut-être faire encore des conneries, c'est plus sous le prisme de la crise d'ado ou truc comme ça, mais plus parce que j'avais mon hyperactivité. J'avais presque su quasiment la contenir. Du coup, ouais, j'ai eu pas mal de bêtises, j'ai fait pas mal de bêtises et ça s'est un peu mal passé, mais ça allait beaucoup mieux déjà. Parce que déjà, j'avais un corps professoral qui me gérait mieux déjà. Donc déjà, sur ce côté-là, c'était beaucoup mieux. Mais je continue à faire des conneries, c'était pas... Et à la maison, tes parents réagissaient comment? Parce que ça doit être quand même difficile de canaliser un enfant qui fait beaucoup de bêtises, Ouais. qui a beaucoup d'énergie. En fait, Comment c'est ça pas, se passait? en fait, c'est pas le fait de faire des bêtises qui embêtaient mes parents. C'est plus le fait que ça a imprégné sur leur vie. Enfin, ils savaient plus quoi faire au bout d'un moment. Tu sais, quand ton c'est enfant ça. il a des mots tous les jours, des heures de colle tous les jours, tu sais plus quoi faire. En fait, tu t'es démuni quoi. En fait, quand t'as l'école qui t'appelle à ton propre boulot. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, en fait, ils se sont pas dit mon enfant c'est le problème directement. Enfin, ils se sont dit ok, t'as un problème au début, forcément comme tout le monde. Et après, ils se sont rendus compte que j'avais quelque chose peut-être de différent, donc ils ont commencé à chercher, du coup ils m'ont aidé, etc. Et après, ils ont commencé à dire ok, le corps professoral il est un peu chiant là, parce que bon, il l'appelait au boulot. Oui. En fait, ils voulaient plus. Le corps professoral voulait se débarrasser de moi. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il disait bon, votre fils il a fait ça, faudra venir le chercher, etc. Mon père, du coup, il a commencé à s'énerver. Et du coup, ils m'ont quand même beaucoup soutenu. Mais c'est vrai que c'était pas évident, tu vois. J'arrivais le soir, moi, quand je sortais du bus, ma phobie, c'était de rentrer dans la voiture parce que je savais que mon père, je devais lui annoncer le mot que j'allais avoir. Du coup, mon père, il est quand même allant. Mon père, c'est un focam, donc du coup, tu vois, il dit rien, mais quand il s'énerve vraiment. Et du coup, ouais, c'était pas évident. Mais après, j'étais jeune, c'était plus. C'est bien. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'était pas grand chose au final. Oui. Pas grand chose. Mais Toi, si tu le je vivais pense, pas mal, justement. ouais, en fait, si t'as un enfant qui justement est très sensible, etc., ça peut être compliqué. Moi, j'ai vécu voilà, avec des grands frères aussi qui faisaient des bêtises aussi un peu, donc je sais ce que c'était. J'étais un garçon, donc je savais, tu vois. Et puis j'avais cet état d'esprit de vouloir m'affirmer un peu dans ma vie, de vouloir être militaire plus tard, donc je me disais, ok, c'est pas grave. Puis, en fait, moi, dans ma tête, je me disais, je fais des bêtises, mais je fais rien de grave, tu vois. Oui, Donc en c'était fait, ça, en fait. quand on me punissait,
je regardais le prof, je disais, ok, tu me punis là, mais t'es sérieux là? Enfin, tu vois? Oui. Genre, Ah. moi, dans le même collège, j'avais des élèves qui faisaient des conneries bien pires. Mais en fait, ils se faisaient pas punir parce que ils avaient peur, les professeurs. Et du coup, moi, vu que j'étais un peu, voilà, un peu coucoule, un peu petit, etc., c'était facile de me taper dessus, quoi. Mais t'avais pas peur des répercussions que ça pouvait avoir chez toi? Moi, en fait, ouais, je vivais dans un monde déconnecté. J'avais créé un monde parallèle dans mon cerveau et j'étais en mode, c'est rien ce qui se passe, quoi. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Parce que je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi et qui du coup sont un peu mis hors du système parce qu'on leur dit, bon bah voilà, tu rentres pas dans la case. Est-ce que toi tu peux expliquer comment tu le vivais pendant ces Bah, en années-là? fait, premièrement, je le vivais vraiment pas mal parce que je pense que j'étais un gros gamin. Donc déjà, pour moi, c'était comme un jeu. Tu vois, en fait, je le dis souvent, mais je faisais des bêtises aussi parce que j'avais cette hyperactivité et aussi parce que ça permettait de m'affirmer dans un collège, tu vois. Dans un collège, c'est sauvage, hein. Je veux dire, quand tu es dans un Ouais. collège, faut se faire sa place. Tu vois, tu as déjà des gens en place ou pas d'ailleurs. Et moi, tu arrives de l'école primaire, tu arrives dans un collège et là, tout est nouveau. Oui, Tu puis vois, c'est tu te comme en crées une prison, en fait. personnalité. T'es comme en prison, tu dois t'affirmer, quoi. Et du coup, c'est pas évident. Et du coup, bah, forcément, moi, les conneries, c'était un moyen de m'affirmer auprès des gens, de te faire une réputation, tu vois, que les gens, ils t'acceptent et tout. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai fait. Du coup, moi, je le voyais aussi un peu comme un jeu. Tu vois, je disais, je faisais des bêtises, mais ça me faisait. En fait, ça me favorisait. Mais après, au bout d'un moment, plus le temps passe, au début, c'est un jeu, et plus le temps passe, et plus tu te dis, ouais, là, ça commence à me gaver, en fait. Tu te fais tout le temps punir, C'est ça. parfois pour rien en plus. Donc en fait, tu te rends compte qu'il y a aussi une espèce d'acharnement et ça commence à t'épuiser, te fatiguer, quoi. Tu te rends compte. Et tes parents, en fait, ils veulent pas te le dire parce qu'ils veulent garder un peu pour eux. Mm. Puis tu vois qu'ils se disputent avec le corps professoral, donc c'est pas évident. Mais après, bon, comme je t'ai dit, j'étais suivi à côté, donc Ouais, t'étais bien j'avais prêt. quelqu'un avec qui parler. En fait, je pense que si je devais, pour vraiment clore, un peu résumer le truc, pour moi, il faut se faire suivre par quelqu'un, c'est tout. Ouais, c'est ça. Faut en parler. Faut pas juste. En fait, moi, j'en parlais pas à mes parents, j'avais rien à leur dire. Je leur disais, bah, j'ai pas fait cette bêtise, et puis voilà. Mais quand t'as quelqu'un de neutre à qui en parler, Mm. à qui dire les choses, qui va mieux te comprendre, mieux t'écouter, après, il faut quelqu'un qui soit bon et compétent pour le coup. Moi, j'avais quelqu'un d'extrêmement compétent. Vraiment, pour le coup, je pense que c'est le top du Oui, niveau. c'est ça qui a vraiment aidé. Et ça a aidé. Mais je pense que si j'avais pas été suivi, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais même peut-être pas là. Oui, à sûrement. parler, Et quoi. puis peut-être que si t'avais pas eu la famille qui te soutenait aussi, parce que ça Bah, le c'est truc, c'est que les important. profs, en fait, c'est simple. Quand ils voient un mec comme ça, ils te disent, bah écoute, faut que tu ailles te foutre dans un truc spécialisé carrément. Voilà. Et si j'avais Mm. été mis dans un truc spécialisé, ça aurait été n'importe quoi. C'est Donc ça. il faut des parents qui t'accompagnent, qui soient aimants, etc. Et surtout, bah, quelqu'un qui te suit à côté. Je pense que c'est la clé. Ouais, c'est la Parce clé. que moi, en soi, en 6e, 5e, 4e, je pourrais te dire tout et n'importe quoi mais en fait, c'est faux. J'étais juste un gamin. Dans ma tête, c'était comme un jeu. Je le vivais pas mal, en fait. Oui, puis t'avais des bons résultats, donc ça aussi, ça Et j'avais aide. des bons résultats. Si j'avais eu des mauvais résultats, je serais peut-être parti vraiment Oui. cacahuète. Mais j'avais des bons résultats. Donc en fait, c'était très frustrant aussi pour les profs de Ouais. se dire en fait, le mec il a 15-16 de moyenne, mais en même temps il fait des conneries. Du coup, j'avais des profs en même temps qui étaient dans une impasse, qui savaient pas s'il fallait suivre le corps professoral supérieur à me clasher, ou alors est-ce qu'il fallait suivre leur propre instinct de se dire ok, bon, c'est quand même un bon élève, donc il faut quand même rester dans un truc. Et ça qui s'est passé, c'est que quand j'étais viré de ce collège et j'ai été dans un autre collège, là j'ai eu des profs pour le coup qui en avaient rien à faire que je faisais des bêtises et qui en fait vraiment voulaient vraiment voir l'élève que j'étais. Et là du coup c'était passionnant, quoi. Tu vois, quand j'avais une prof de français, elle s'appelait Madame Pajot, et c'était passionnant. Je vais me parler de cinéma après les cours et tout. Ouais, c'est ça, en fait. Quand ça t'intéressait, Bah ouais. t'arrivais à te canaliser un Et peu. j'avais un prof d'histoire, etc. En fait, ils ont vite compris qu'en fait, il fallait juste que je m'ennuyais. En fait, je me faisais juste chier, en fait, c'est tout. Bah, souvent, c'est ça. Hein. Non, mais c'était ça, je m'ennuyais. Tu vois, les profs de français, c'était cool, mais c'était pas ce que enfin, c'était pas ce qui me galvanisait. Là, j'avais Madame Pajot, c'était incroyable. Et les profs d'histoire, c'était pareil. Donc, du coup, mes notes, pareil, elles ont encore plus augmenté aussi, parce que du coup, je suis encore passionné. Pareil, les maths, c'était quelque chose. Parce que moi, je suis quelqu'un de très littéraire pour le coup. Et les maths, du coup, j'écoutais jamais les cours en 6e, 5e, par exemple. Après, en 6e, 5e, le niveau n'est Oui. pas très haut. Mais après, j'écoutais parce que les profs, du coup, ils étaient passionnants, etc. Donc, Et comment ça se passe quand tu passes au lycée, au niveau des études, plus tu vas évoluer? Est-ce que tu te canalises? Est-ce que ça se passe mieux pour toi? bah après, quand je suis arrivé au lycée, déjà tu prends un peu plus de maturité parce que tu te rends compte que faire des bêtises, c'est plus du tout le truc à la mode. Tu te rends compte que si t'en fais, t'es plutôt vu comme un guignol, Ouais, tu c'est vas vrai. être vu comme quelqu'un d'intéressant. Donc déjà, tu te calmes par rapport à ça. En fait, je pense qu'il y a vraiment une claque quand tu arrives au lycée. Déjà par le fait que là, faut que tu fasses vraiment attention à ce que tu fais parce que ça va impacter toute ta vie de lycée. Et la vie de lycée, c'est quand même important. Ça, par contre, il y a seconde, première, terminale. Oui, puis tu vas faire des choix qui impactent le Et c'est reste. surtout des choix qui sont importants. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour rentrer dans les détails et tout, pour pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai pas continué à faire des bêtises, mais je suis rentré dans un truc
faut faire des trucs cool, tu vois. Donc, se mettre des énormes cuites, tu vois, l'alcool, tous Tu les vas week-ends, tester toutes les etc. limites en fait. Ouais, tester toutes les limites, etc. Fumer, etc. à fond. Et du coup, moi, j'arrivais dans les cours, bref, complètement démoli un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier trimestre, moi, de seconde, j'ai eu des résultats catastrophiques. Parce que du coup, là, ça impactait plus du coup. Parce qu'en fait, quand je faisais des bêtises à l'époque, quand j'étais au collège, ça impactait juste. Enfin. Voilà, je faisais des Oui, bêtises, mais ça la impactait pas classe. mes cours, en fait, ma qualité de compréhension et d'intellectuel. Par contre, quand tu vas fumer, Ah oui, là ça boire, change etc., tout. là, ça change complètement tout. Et du coup, tu arrives et là, tes niveaux de cours en histoire, par exemple, ça passait de 16 à 5 sur 20, maths 5 sur 20. Et je me souviens toute ma vie, c'est que j'ai eu un entretien en fait entre le premier trimestre et le deuxième trimestre. Et du coup, je suis arrivé devant cette prof, elle m'a dit, écoute Antoine, je me souviens, elle a un accent un peu polonais russe, et elle me disait, c'est catastrophique, quoi. J'aurais dit, si tu vas là, je sais pas ce que tu vas faire de ta vie, quoi. Et elle me l'a dit clairement, elle était très honnête, et devant mes parents en plus. Elle m'a dit, moi, je me souviens d'un de tes frères, donc du coup, il s'appelait Julien, qui avait des excellents résultats. Et il a fait Saint-Cyr et tout, tu sais, elle le mettait un peu en avant et tout, et elle disait, ouais, bah toi, c'est pas fameux, quoi. Donc, et là, Ah, donc là, la comparaison fait et là, mal. ça m'a mis une claque dans la gueule. Et là, je me suis dit, ok, là, il va falloir que je me saisisse. Et je me souviens, je suis rentré chez moi et je restais j'ai regardé le plafond. Je me suis dit, il faut que tu te ressaisisses, quoi. Tu vas pas être une. Enfin, c'était une merde, quoi. Et du coup, là, j'ai arrêté totalement de faire beaucoup moins de conneries, etc. à côté. Je me suis mis à rebosser. Et là, mes notes, elles ont fusé. Elles ont refusé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, après, j'avais réussi à avoir un équilibre entre faire quelques bêtises à côté et gérer ma vie de scolaire à côté. Et du coup, j'avais des meilleures notes et j'ai pu réussir à passer en général. Et puis après, ça. Et tu continuais le sport à ce moment-là? Alors, en seconde, en fait, je faisais du foot. Mais en course à pied, mes résultats, ils avaient complètement chuté. Les crosses, je n'arrivais plus à faire des résultats comme avant. Parce que forcément, ma priorité, c'était plus sport. Ma priorité, c'était de vivre, en fait. De vivre une vie un peu. De vivre une vie quoi, de d'ado, lycéen quoi. ouais. Et du coup voilà, je fais des soirées, des trucs comme ça. Mais par contre, le sport c'était plus du tout une priorité. Le foot c'était pareil, j'y allais parce que c'était cool, j'y allais avec mes potes, on buvait des bières après le match. Ouais. Et en fait, là en première, quand j'ai vu que j'avais des potes à moi qui commençaient à être costauds en fait au lycée, et je me suis dit ok, faut peut-être que je m'affirme un peu. Et du coup, je me suis mis au Krav Maga, c'est un art martial israélien. Ok. Donc j'ai commencé à mettre à ça, faire un peu de muscu et tout. C'était pas fameux, donc je continue un peu les soirées, etc. Et puis, et puis après, le truc classique, ce qui s'est passé, c'est qu'en terminale, j'ai eu une rupture amoureuse. Et en fait, là, le truc classique, c'est là que tout a changé en fait. Là, je me suis dit, ok, je me suis regardé un peu dans une glace, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi? Tu veux faire le GIGN, mais t'as une vie, enfin, t'as une Tu vie de fais rien débauche, pour. t'es une merde, quoi. Donc, faut que tu te ressaisisses. Et là, du coup, j'ai commencé la muscu à fond. Bref, le truc classique un peu pour ceux qui suivent un peu les mangas, quoi, les trucs classiques. Et du coup, là, c'est là où je me suis vraiment mis au sport. J'ai arrêté le foot, j'ai arrêté toutes les activités un peu qui allaient pas dans le sens de ce que je voulais faire dans ma vie. Et donc, c'est là où ça a vraiment. En fait, c'est là où il y a une fracture déjà, une mini fracture déjà, par rapport à ce que je suis totalement aujourd'hui. Donc là, tu changes totalement. C'est à peu près à quelle Je change mon période? mindset, on va dire, plus Ouais, que. c'est ça. Mais ouais, c'était au Fin du lycée. lycée. Je me souviens, je crois que c'était en février 2017, je crois. Donc Février fin du 2017. lycée. Je commence à faire de la muscu. Et c'est là où je me dis, ok, là, on va arrêter, quoi. Et là, je me suis mis à bouffer. Je me souviens, je bouffais des énormes plats de riz. À Bref. l'extrême Ouais, encore. à l'extrême, en fait, je suis passé de 60 kilos à 80 et tout. Et je faisais que ça, que ça, que ça. Et c'est là où ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, discipline, avoir une vie saine. Et là, j'avais tout simplement supprimé. Mes potes, ils me reconnaissaient quasi plus, quoi. Donc, ça a complètement changé. Parce que là, l'objectif, c'était toujours d'intégrer le GIGN. Ouais, toujours. Toujours intégré le GIGN, donc forcément je fais des trucs. Mais la course à pied c'est venu beaucoup plus tard bizarrement. Ouais, là c'était vraiment le focus, donc j'ai totalement arrêté les bêtises. Et puis là mon hyperactivité avait quasi plus d'impact sur ma vie. T'arrivais complètement à gérer. Ouais, j'ai commencé à grandir. Donc, puis après du coup ce qui s'est passé c'est que après tu arrives, j'avais fini le lycée. Donc il faut faire un choix d'études. Il faut faire un choix d'études et du coup choix qui potentiellement favorisait ce que je faisais c'était d'aller en STAPS. En fait, je m'étais dit que faire du STAPS c'était cool parce que je pouvais préparer, faire du sport à côté et en même temps pouvoir avoir un master pour pouvoir rentrer et faire les concours d'officier gendarmerie et après rentrer au GIGN par cette porte-là. Okay. Et du coup, je suis rentré dans une université catholique parce que moi, il fallait un cadre vu que dans le fac public, c'était pas trop ce que je voulais faire. Je sais que je serais parti en cacahuète. Donc, du coup, je suis rentré. C'est bien, au moins tu te connaissais quand même. Donc ouais, tu ouais, savais ce qu'il fallait pas faire. Ce qu'il fallait faire. Et puis après, du coup, je suis arrivé à l'université catholique. Et en fait, je me suis dit,
on va voir ce qui se passe, parce que c'est l'université quand même, c'est grand, c'est quelque chose de différent. Puis il fallait que je parte de chez moi en plus, donc du coup je suis allé. Et là en fait j'ai commencé, j'avais oublié de dire que j'avais commencé la boxe thaïlandaise avant, parce que c'est très important de le dire. C'est qu'en fait du coup j'avais ce côté sport de combat, musculation, et la course à pied j'en faisais plus. Et c'est quoi qui te plaisait dans les sports de combat? Sport de combat, bah déjà c'était un truc qui était cool pour faire le GIGN, tout simplement parce qu'il fallait savoir se défendre, etc. Et deuxièmement, en fait je savais pas me battre, je savais pas me défendre. En fait moi dans ma tête je m'étais dit il faut que je m'affirme, quoi, faut que je devienne quelqu'un. Et en fait tu vois déjà le regard qui change chez les gens quand tu fais un sport de combat. Tu vois, je suis passé d'un mec qu'on regarde comme ça à déjà quelqu'un, tu vois, c'était différent déjà. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner tous les jours dans c'est une vrai. salle, le regard des gens il change. Ils se disent ah ok c'est le mec qui fait de la boxe et tout, ok, tu vois. Et puis après. Le truc, c'est que moi, en fait, je suis quelqu'un d'obsessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand je commence quelque chose, Oui. je vais vraiment dans l'obsession. Je vais pas juste faire les choses comme ça demi-mesure. Tu sais, il y en a, ils s'inscrivent à la salle et ils arrêtent un mois après. Moi, si je fais de la salle, c'est que je vais y aller tous les jours, je vais y penser tous les jours, etc. Et là, la boxe thaï, c'était ça. J'y allais tous les jours. J'avais acheté un sac de frappe chez moi. Je passais des soirées, parce que j'étais même à la muscu. Enfin, je dis ça comme ça, mais 23h minuit, je m'entraînais, alors que j'avais le lycée, etc. J'ai passé ma vie à regarder des vidéos YouTube pour vraiment me documenter. J'étais devenu complètement zinzin. À l'école, quand j'étais en cours, je lisais des trucs par rapport à la nutrition. Vraiment, j'étais devenu... Donc, tu as vraiment poussé à l'extrême. Ouais. En fait, mon but, c'était ça. J'avais poussé le truc de la muscu. Donc, du coup, la muscu, après, j'ai vite compris que ça devait être un complément et pas forcément une activité à part entière. Donc, du coup, je l'ai gardé. Après, je suis rentré dans la boxe thaï. Et la boxe thaï, j'en ai fait pas mal. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me faisait vraiment. En fait, c'était pas ça que je voulais, la boxe thaï. Je voulais quelque chose, chercher encore plus loin. Et donc, je suis allé chercher le MMA. Le MMA qui est du coup là, un peu le sport ultime des sports de combat qui mélange tout. Et là, ça a complètement changé ma vie parce qu'en fait, là, je suis passé d'un niveau de confiance en soi, pas de surconfiance, mais de confiance en soi, c'est-à-dire d'apprendre à vraiment s'aimer, tu vois, et d'apprendre à vivre avec ses forces, ses faiblesses, d'être humble, toutes ces choses-là. Et là, c'est le MMA qui me l'a appris. Parce qu'en fait, dans la boxe thaï, dans la musculation, tu finis vite par prendre un peu le melon. Et là, dans le MMA, là, c'est autre chose. Là, tu passes à un autre cap. Et tu en as fait pendant combien d'années? Alors, le MMA, du coup, j'ai commencé en première année de licence de STAPS et j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois. Ah oui. J'en ai fait que longtemps, 3-4 ans, je crois. Donc toute ta discipline, Plus, même 5 ans, je crois. c'est vraiment ça qui a aidé. Ouais, en fait, c'est créer. simple. C'est que moi, je suis arrivé dans le MMA, c'est pareil, je voulais être obsessionnel et je me suis dit, j'ai trouvé un sport où là, je peux vraiment être dans l'obsession et je peux peut-être atteindre des grands objectifs parce que c'était un peu early, c'était un peu très tôt dans le sport, c'était pas légalisé en France et tout. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré le coach de la salle, il s'appelait Gilda, et il m'a dit, écoute Antoine, tu veux t'inscrire dans ma salle, ok, c'est quoi ton objectif et tout. Je dis ouais, moi je vais faire un combat, je veux combattre, je veux faire des trucs de fou quoi. Et le mec m'a dit ok, pas de souci. J'ai commencé à boxer dans sa salle et après, ça faisait quoi, 2 semaines que j'étais dans sa salle, il m'a dit dans 2 semaines tu combats. Ce qui est fou. Aujourd'hui, ça n'arriverait jamais. Tu t'inscris dans une salle, le mec va te dire dans 2 ans, 3 ans. Mais parce qu'il avait vu les Ouais, il avait vu que attitudes j'étais obsessionnel. t'avais. Moi, je continuais à 23h à taper au sac et tout. J'étais fou quoi. Et du coup, là, j'ai combattu. Et puis après, bon, j'ai fait les combats, etc. Et après, ça m'a apporté plein de choses. En fait, Ça t'a apporté quoi? Vraiment, vraiment, c'est l'humilité. D'apprendre à vraiment, tu vois, qu'il y a toujours plus fort que toi déjà. Tu arrives dans une salle, tu te fais démolir par plein de gens, par un mec qui a 50 ans, 60 ans. Là, tu apprends ça. Et surtout, la force de travail. Tu vois, d'avoir mal, de te prendre des coups. Ça, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et en fait, après, moi, je dirais pas que je suis masochiste, mais j'aimais vraiment ça. Tu vois, d'aller prendre des coups et tout. Ce qui est pas forcément bien, parce que tu finis par avoir des coups au cerveau et tout. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et en fait, il y a un côté philosophique dans les arts martiaux qui est hyper important. C'est que, bon, ceux qui ont lu l'art de la guerre de Sun Tzu, tu apprends plein de choses. En fait, on dit souvent que les arts martiaux, et notamment le MMA, c'est comme un Rubik's Cube. Et qu'il faut avoir toutes les faces qui soient de la même couleur. Enfin, bref, ceux qui comprennent le Rubik's Cube. Ouais. Pour en fait avoir un combattant complet et performant. Ouais, c'était ça qui t'intéressait en fait. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi pas que l'aspect physique, il y avait aussi l'aspect intellectuel. Tu es là, tu es face à un mec qui veut, on va pas mâcher ses mots, mais qui veut te tuer en fait. Tuer pas dans le sens, enfin qui veut te tuer dans le sens, il veut te finir Oui, quoi. Et du coup, tu es là, tu dois faire face à un mec comme ça, qui a l'instinct animal, et tu dois un peu faire ça dans un espace de temps très réduit, et essayer de réfléchir
avec ton instinct, mais en même temps avoir un, Ouais. tu vois. Enfin, c'est comme un jeu d'échecs. Ouais, c'est très C'est complémentaire. tout, c'est hyper complexe. On a tendance à dire que les sports de combat, c'est des sports de bœuf, Mm. c'est des sports de débiles un peu, mais pas du tout. C'est des sports très intellectuels. Bien sûr, il y a l'instinct qui rentre en compte, mais il y a ce côté-là où il faut vraiment réfléchir, anticiper ce que va faire l'adversaire, et qui était ultra intéressant, et que j'ai toujours adoré. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai envie d'aller vraiment plus loin dans le MMA et d'en faire vraiment, de dédier ma vie à ça? En fait, du coup, c'est vrai que j'ai pas parlé de ce truc-là, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'université, en parallèle de ce que je faisais du MMA, j'avais découvert, je me suis lié d'amitié avec un pote à moi qui s'appelle Yann, et c'est devenu mon meilleur pote. Et en fait, lui m'a fait découvrir la montagne et les sports de trail, etc. Et du coup, je me suis pris de passion aussi à côté pour ça. Mais c'était plus une passion que un truc où je voulais vraiment m'y impliquer. Donc, je continuais le MMA qui était vraiment mon sport de prédilection, et je m'étais trouvé un peu une passion pour la nature, pour Donc, le tu trail. avais les cours, le MMA et la course. La course, que comme je disais, passion. Donc c'était Oui, juste mais un quand truc. même. Ouais, mais c'était vraiment un truc dans mon cerveau. Je courais pas à côté, je m'entraînais pas. Donc c'était D'accord. vraiment, je m'entraînais au MMA, sport de combat, musculation. Par contre, la course, c'était vraiment juste une passion. Et il m'a fait découvrir la montagne. Je me souviens, je suis allé en avril, j'ai fait un stage dans les Pyrénées. J'avais jamais été à la montagne de ma vie, jamais. 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 Il m'a fait découvrir la montagne. Donc moi, je faisais 80 kilos à l'époque, tu vois, j'avais des chaussures de running. La montagne, tu vois, et lui, c'était aux antipodes de moi, tu vois, un mec assez petit, qui vient en maillot de bain en cours, qui en a rien à foutre de la vie des gens, qui sort jamais, qui fait vraiment que du sport de outdoor. Donc du coup, j'avais quelqu'un de totalement différent. Donc je me suis vraiment lié d'amitié. Et puis en fait, je me suis dit, comme je suis obsessionnel, je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'ultra trail? Voilà, j'ai regardé, etc. Il m'en parlait un peu, mais je sais pas trop. Et en fait, vu que j'avais toujours cet état d'esprit de pouvoir peut-être un jour rentrer dans le GIGN, de toujours aller chercher plus loin chez moi, de toujours faire des trucs un peu obsessionnels, et ben j'ai commencé à regarder, je me suis dit, c'est quoi les courses les plus difficiles du monde? Du coup, j'ai tapé, et là, Tu pouvais pas faire dans la norme. il non, en fallait fait, tout de ouais, suite j'avais aller, pas envie, tu vois, pour moi, semi-marathon, Mm. pour moi, c'est des trucs faciles, en fait, dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas trouver des trucs, et je suis tombé sur des courses, et là, je tombe sur un truc qui s'appelle la Barclay. Donc, je tombe dessus et tout, je dis, ok, putain, c'est cool et tout, cette course, ça a l'air sympa. Et je crois, même pas une semaine après, il y a un reportage qui tombe sur mon Facebook qui s'appelle la Barclay sans pitié, sur l'équipe 21 de Alexis Berg. Et là, je regarde le reportage, un reportage très sombre sur la course, vraiment ultra sombre, ultra bien fait. Et là, je regarde le documentaire, je me dis, waouh. Et je me souviens, je le partage sur Facebook. Et je mets un truc du style quelle course quoi. Je l'ai encore. D'ailleurs, j'ai supprimé tous mes pubs sur Facebook. J'ai Sauf gardé que celle-ci. celle-ci par souvenir. Et là, je me suis dit, ok, je veux faire cette course un jour. Sauf qu'en fait, je me suis dit, si je veux faire cette course un jour, c'était resté dans un coin de ma tête, vraiment. Mais voilà, il y avait toujours le même à côté, j'avais toujours un peu ma vie à côté. Ouais, c'était pas compatible avec la vie que tu voulais. Ouais, et j'étais pas prêt encore à mettre la passion de l'ultra trail dans ma vie parce que déjà à l'époque j'habitais sur Angers, Ouais. donc j'habitais pas dans les montagnes, mais je m'informais petit à petit sur la course. Donc parce que ça, pour faire un petit explicatif de la course que c'est c'est la course la plus difficile du monde. Il y a eu que 20 finishers dans toute l'histoire et que 40 participants chaque année. C'est une course très mystérieuse, tu dois trouver le moyen de t'inscrire. C'est un ovni dans le monde du trail. C'est un peu j'ai tendance à dire ça souvent, c'est un peu le Harvard du trail parce que c'est très select. Et du coup, pour moi, c'était un peu un rêve. Mais comme je disais, c'est un peu un rêve lointain comme le GIGN. Mais je le rêvais quand même au fond de moi. Donc j'ai petit à petit cherché un peu comment m'inscrire, mais je trouvais pas. Je me suis dit, putain, c'est bizarre, etc. Tu cherches à t'inscrire alors même que tu fais pas énormément de courses. Ouais, je cherchais à m'inscrire sans vouloir m'inscrire. Hein. C'était, Ouais. Mais j'étais en pour mode voir quand comment. même. Ouais, pour Ouais. voir quand même. Voilà, je cherchais un peu de loin. Et en fait, donc du coup, j'ai éprouvé une passion pour la montagne. Et vu que mon frère lui était dans les chasseurs alpins, c'était encore plus une passion pour me lier encore plus avec lui. Donc déjà, c'était cool parce que déjà, j'allais de plus en plus à la montagne, au moins 2 fois par an. Et la première fois que tu vas à la montagne, tu ressens quoi? Est-ce que tout de suite c'est Ouais, un peu une ça évidence? change ma vie déjà, parce que déjà, je passe tu respires une autre air. Et je me suis dit, waouh, le potentiel de choses qu'on peut faire, quoi. De dépassement de soi. C'est tout de suite la révélation. Ouais, la révélation. Je me suis dit, en fait, je faisais de la muscu, j'étais là dans ma barre où en fait, t'es privé de liberté dans une salle de musculation. Même dans une salle de MMA, même si t'as une liberté intellectuelle de penser, etc., c'est pas pareil. Là, t'as une liberté de tout faire. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Enfin, ça, c'était fou, le nombre d'aventures que tu pouvais faire, le nombre d'expériences que tu pouvais partager. Tu vois, moi, en une semaine, j'avais vécu plus de choses que j'avais vécu avec certains potes sur 10 ou 5 ans. Donc, je me suis dit, waouh, quoi. Et c'est vrai que toutes ces expériences-là m'ont forgé aujourd'hui. Et petit à petit, en fait, ça s'est venu très crescendo. Tu vois, au début, ça a été venu avec une expérience en montagne. Après, j'y suis allé une deuxième fois. Puis après, petit à petit, c'était comme ça. Après, j'ai fait un petit trail de 20 bornes. Et petit à petit, la course à pied a commencé à prendre de plus en plus de place, tout en gardant le MMA. Et après, c'est arrivé où, en fait,
la course à pied a commencé à être au même niveau que le MMA. Et là, il fallait faire un choix, tu vois. Il fallait faire un choix de vie, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Continuer le MMA ou continuer l'ultra trail? Et Et donc là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu quand même pas mal de temps avant que je décide de faire ça. Il y a eu, donc là, je te dis ça, on était en 2018 quand je découvrais la Barclay. Après, en 2019, j'ai décidé, bon, je l'ai pas là, mais j'ai décidé de m'inscrire les coordonnées GPS de la course sur un bracelet, en me disant toujours, je vais y arriver, etc. Oui, donc ça devenait quand même un Ouais, vrai objectif ouais, de une vraie vie. obsession. Et je commençais à m'informer, je lisais des documentaires, etc. Et je faisais regarder les documentaires à mes amis, etc. Donc je commençais à avoir une obsession. Donc tu l'avais dit à tout le monde, un jour je le ferai. Et je me souviens, dans ma bio Instagram, j'avais mis Future French Finisher of Barclay Marathons dans ma bio Insta. Bon, malheureusement, il y a eu un. Bon, heureusement d'ailleurs, parce qu'il est dans la même team que moi, mais il y a eu un mec qui l'a fini, du coup, un français. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2019. Donc, après, je commence à faire des petits trails par-ci par-là. Il y a eu 2020. 2020, pareil, là, j'ai commencé à faire quelques petits trails. Je fais mon premier GR20 en Corse en hiver, etc. Donc, je commençais à avoir voilà, une passion pour la montagne qui commençait à venir. Je commençais à courir après. Et puis après, c'est en 2022, quand je suis arrivé à Paris, que c'est vraiment officiellement là où j'ai commencé à laisser le MMA. Parce que Parce qu'avant, je continuais. tu continuais et tu arrives à Paris pour les études. Ouais. Donc là, tu es à peu près en quelle année Donc là, je suis en 2022, donc il y a 2 ans. Donc Oui. il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est bizarrement, c'est en 2022 que j'ai trouvé le moyen de m'inscrire pour la course. Parce que moi, dans 2022, je me suis dit, là, c'est le moment. En 2021, je courais pareil, mais je faisais un peu n'importe quoi. Je courais sans bornes comme ça pour faire le fanfaron. Mais tout de suite, tu découvres quand même que tu as des vraies aptitudes physiques pour la course. Ouais, parce que qu'il y a ça déjà, aussi, quand j'avais même. été bon quand j'étais plus jeune dans l'athlétisme. Mm. Donc je savais que j'avais des prédispositions génétiques pour la course à pied. Après, être bon sur 800 mètres ou sur 1 km ou sur 5 km, c'est pas être bon sur C'est ça. 200 bornes. Donc fallait trouver son truc. Mais j'avais une appréhension pour le dépassement de soi. Pour moi, courir la nuit, c'était un plaisir. Me mettre dans le mal, dans la montagne ou dans le hors-sentier, c'était un plaisir. Et qu'est-ce que tu aimes dans tout ça? Là, en fait, il y a trop de trucs que j'aime. Mais si je devais résumer, c'est toutes les sensations qu'il y a autour de ça. C'est pas juste le fait de courir et de dire je cours pour un truc et pour la gloire. En fait, c'est pas ça. C'est plus aller chercher plein de sensations différentes. Les hallucinations, le fait de se dédier à un projet et tout ce qui est autour de cette obsession. Tu vois, de préparer, de regarder la topo, vraiment de se donner cœur et âme, de visualiser le projet. Pour moi, c'est tout le processus qui est hyper important. C'est pas juste la course en elle-même. Oui, c'est tout l'avant, l'après. En fait, la Barclay, c'est une obsession. Si tu regardes la carte, tu dois analyser tout ça, tu dois lire tous les récits de course de les gens qui ont fait. T'as tellement de choses et cette liberté de t'exprimer sur une aussi grande distance qui est hyper C'est importante. combien de kilomètres? C'est 200 km. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que t'as pas juste un facteur de réussite, t'en as plein. Et t'as pas juste une seule manière de réussir la course, t'en as plein différentes. Mais si t'as plusieurs manières de la réussir, comme t'entraîner à faire du dénivelé, lire les récits de course. Mais en fait, chaque personne qui l'ont terminé ont, entre guillemets, suivi leur propre processus. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, t'as pas forcément un seul finisher type. T'en as 20, mais qui sont totalement différents. Et ça qui est totalement différent de l'ultra trail classique, où t'as des profils vraiment performance. Là, c'est vraiment des profils plus aventuriers qui prônent, quoi. Et donc là, en 2022, tu commences à t'entraîner vraiment plus intensément. Comment ça se passe dans ta vie? En fait, du coup, je suis à Paris. J'arrive en école de Paris, c'est quand même pas l'idéal pour s'entraîner. J'arrive en école de commerce et là, je me suis dit, vas-y, il faut que je m'entraîne. Donc, j'avais pas de coach à l'époque. Donc, du coup, je m'entraînais à faire du Montmartre tout le temps. Je faisais du Montmartre. Je faisais un peu n'importe quoi, je t'avoue. Mais en fait, un de mes amis m'avait dit, bon, le même ami que j'avais rencontré à l'université, il m'a dit, écoute Antoine, si tu veux vraiment faire la Barclay un jour, il faut que tu sois obsédé par ça. Donc, il va falloir que tu te bouges le cul et que tu t'entraînes vraiment sérieusement. Donc, du coup, je m'entraînais dans Montmartre. Je faisais 3 heures le soir, 4 heures dans la nuit. J'ai des sorties Strava. Bon, après, les gens, ils pourront voir. Ils pourront voir, il y a des sorties à 1h, 2h du matin où je faisais ça. Puis après, j'ai commencé à faire des défis un peu stupides dans Paris. J'avais contacté à l'époque le mec qui s'appelle Casquette Verte, donc un peu le coureur parisien le plus connu. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire un défi dans Paris. Est-ce que tu serais chaud de me suivre? Je sais que tu avais fait ce défi-là. Donc, j'ai fait 100 km dans une même côte sur 1 km. Il m'a suivi en plus. Et du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à me prendre passion. Je commençais vraiment à lire vraiment les récits en profondeur, à vraiment m'imprégner sur la Barclay. Et là, j'ai commencé à me dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à la Barclay? Et là c'est là où je me suis mis devant une feuille et je me suis dit, ok, là, il faut que je remplisse ces étapes-là. Ouais, donc là, tu as fait une liste de tout ce que tu devais faire. Ouais, je me suis mis une espèce de checklist de ce qu'il fallait que je fasse. Parce qu'avant, je faisais des trucs, mais c'était pas carré. Je me suis dit, bon, là, ton rêve, c'est vraiment de finir la Barclay.
Mais à côté de ça, tu continues quand même de faire des études. Ouais. Comment tu arrives à concilier les deux? Parce que là, ça devient une obsession, ça prend beaucoup de temps dans ta vie. C'est vrai il y a pas mal de choses que j'ai Ouais. oubliées aussi, c'est que du coup, de base, j'étais en STAPS et je suis passé en école de commerce. Parce qu'en fait, le rêve que j'avais pour le GIGN, du coup, je l'ai stoppé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le rêve pour la Barclay a remplacé ça aussi en termes d'intensité. Et c'est là où je me suis dit, ouais, faut que je vive une vie un peu plus libre. Enfin, c'est la Barclay qui me fait plus plaisir, donc j'ai envie d'avoir voilà, une vie normale et en même temps pouvoir courir à côté. Et je sais qu'avec le GIGN, ça, je l'aurais pas eu. Et puis, je pense que j'étais pas compatible. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai fait les concours en admission parallèle pour rentrer en école de commerce. Je suis rentré en école de commerce. Et après, en fait, c'était assez compatible. Parce que bon, on va pas se mentir, les écoles de commerce, c'est Oui, assez ça va, facile. c'est plus- Et du coup, je m'entraînais le soir souvent. Enfin, je finissais très tard. Tu sais, la finance, etc., tu finis tard souvent. Et du coup, je m'entraînais tard le soir. Et en fait, ma priorité dans la vie, c'était de m'entraîner. C'était m'entraîner et après le taf et les études. Mais t'arrivais quand même à valider tout facilement. Ouais. Et, Là. et quand il s'agit de faire des stages, tout ça, tu fais quoi? Parce que du coup, c'est pas vraiment compatible avec ce que tu fais à côté. Bah en fait, moi je faisais des stages en finance et l'avantage c'est que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que les mecs chez qui j'étais, donc le patron que j'avais dans mon premier cabinet, c'était un mec qui était super cool. Donc en fait, il en avait rien à faire que je passe plus de temps à courir que je ne taffer, tu vois, parce que je lui avais tout de suite dit. En fait, moi c'est simple, j'ai toujours dit dans ma vie, la Barclay passe avant tout, tant que je l'ai pas fait. C'est une obsession. Donc en fait, à partir du moment où un patron me dira, écoute Antoine, tu veux bosser, enfin soit tu bosses, soit tu fais ta Barclay, bah, je lui dirais ok salut, je me casse en fait. Parce que la Barclay a plus de place dans ma vie que Mais tout. t'arrivais à trouver Hormis la des famille. gens qui acceptaient cette option. Ouais, bah après, courir 2 heures par jour, Oui, ça va. faut pas se dire c'est une excuse. C'est facile d'en trouver 2 heures par jour. C'est une excuse. Oui, En 2 soi, heures, 2 ça heures par va. jour, tu rentres à 20h, bah, t'as jusqu'à minuit, tu vois, ou 2h, 3h du matin. Et en fait, moi, surtout, je lisais les récits de course des mecs et je lisais à quel point eux, ils étaient obsédés. Et je me suis dit, en fait, ces mecs-là, ils ont réussi à faire ça. Il y avait un mec qui s'appelait Jonathan Bacham, il avait vendu sa baraque. Il avait vendu sa baraque pour la course. Il avait vécu dans une caravane à côté de la forêt avec sa femme. Il se douchait à l'eau froide et tout. Je me suis dit, ce mec-là, il a fait ça. Et toi, t'es pas capable de courir 2 heures par jour? Ta gueule, quoi, tu vois. En fait, tu t'identifiais beaucoup à toutes ces personnes qui avaient été très loin dans le. Bah, dans c'est toute ça. leur En fait, vie, je me quoi. suis dit, si tu veux y arriver, il faut que tu sois au moins obsédé comme eux. T'es pas obligé de faire comme eux, mais tu dois être obsédé comme eux. Et je savais que c'était l'élément commun de tous ces mecs-là. C'était simple, il y en avait qu'un, c'était juste l'obsession. Il n'y en avait aucun qui n'était pas obsédé. Et Donc, du coup, à côté, en fait, tu avais la finance et avec les cours, la préparation pour la Barclay, et en fait, à côté, tu pouvais pas avoir une vie sociale. bah en fait, si. Parce qu'en fait, c'est comme je te dis, courir 1 heure, 2 heures tous les jours, c'est pas si prenant. Ok, tu vas au taf, tu vas à l'école. Imaginons, moi j'avais des stages et que j'avais les cours, mais imaginons que tu vas au taf, parce que tu vois, à Paris, tu commences tard, tu vas à 9h, tu finis à 18-19h, bah, il te reste du temps. Tu as les week-ends, courir 2 heures le matin, courir 2 heures le soir. Bon, bien sûr, j'avais pas une vie sociale très remplie sur Paris, parce qu'en fait, c'était pas ma priorité. Aller en soirée, etc., c'est pas du tout ça. Donc la première année sur Paris, je sortais jamais. C'était sport et boulot, ou alors l'école. La deuxième année, j'avais beaucoup plus de liberté par contre. J'avais réussi à trouver un équilibre entre le fait de courir, le fait d'avoir une vie sociale. Donc voilà, mais l'équilibre se fait. Et- C'est juste une question de Oui, c'est choix. une question de choix. Et comment, enfin, pourquoi la finance? Parce que pour le coup, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu faisais. Bah, en fait, c'est simple. Hein, quand je suis arrivé, que je me suis dit, fallait, je sais pas le STAPS que je voulais pas continuer là-dedans. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut tu que vas je faire? fasse? Et j'avais des potes qui étaient en école de commerce, ils m'ont dit, c'est cool, la vie est cool. Je me suis dit, bah écoute, je vais avoir une vie cool aussi. Oui. Donc je vais aller en finance. C'était l'argent, j'adorais le cinéma, Jordan Belfort, là. J'avais un peu idéalisé la finance, hein, bien entendu. Hein. Oui, parce que pour le coup, avec tout ce que tu décris, j'ai quand même du mal à te voir dans un bureau Ah, de toute en façon, finance à j'y Paris, suis quoi. plus en finance, donc je te rassure. Oui. Mais en fait, je regrette pas parce qu'en fait, ça m'a permis de rentrer en école de commerce, de me faire un énorme cercle d'amis, Ouais, le réseau. un réseau qui est hyper puissant et d'avoir fait des expériences incroyables, d'avoir vécu une vie à Paris qui était pour moi hyper cool. Je n'ai pas du tout subi la vie parisienne. J'avais des super amis, j'ai fait plein de choses, vécu plein d'expériences. J'ai voyagé partout. J'ai été au Madère, à Réunion, en Suisse, j'ai été partout. Et ça, c'était en voyage ou Ouais, alors en voyage, c'était parce qu'en fait, étudié? j'avais une énorme liberté. J'avais vraiment des patrons super cool. Vraiment, j'ai eu des patrons, premier cabinet génial. Et après, j'ai eu une alternance, pareil, où j'étais quasiment en remote, en analyste. Et donc, moi, je faisais du remote à Madère ou alors sur l'île de la Réunion.
ou alors en Suisse sur mes stages de trail. Donc tu vois, je vivais Ça pas va. T'avais la j'ai vie pas quand même subi la vie de plutôt- financier comme certains de mes amis qui étaient dans une tour à la Défense. C'est ça. Bah, moi, je pensais à ça quand tu me Non, non, disais la non, moi je l'ai finance, tu vois. pas. De toute façon, moi c'était pas possible. Ah oui, c'est pour Je ça, je pouvais me pas. dis, comment t'as De fait? toute façon, je me serais barré, c'est Oui, ça, parce voilà. que c'était pas possible. Donc forcément. C'est pour ça que je dis, il y a aussi ce facteur chance dans ma vie qui est hyper important. C'est que j'ai toujours eu ce petit facteur chance qui était là, même s'il faut la provoquer, je pense. Ouais. Mais ouais, effectivement, ouais, c'était pas évident. Mais à Paris, oui. Paris, c'est une vie qui est pas facile, mais il faut savoir s'organiser, c'est tout. Oui, mais tu savais que c'était juste temporaire. De toute façon, c'était pas ton objectif de rester. Non, mais Il y a j'ai ça commencé aussi. à avoir une passion qui commence à être encore plus grosse pour la nature, pour la Barclay en plus. Donc je savais que j'allais pas rester ici. Mais combien de temps? Fallait aussi faut aussi faire rentrer de l'argent. Après, est-ce que j'étais prêt à vivre dans une vie un peu plus restreinte pour ce rêve-là? Je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut être obsédé dans la vie, mais il faut aussi se laisser un peu de liberté dans son obsession, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu es trop obsédé et que le jour où ça échoue, Bah là, il qu'est-ce n'y a qui plus se rien. passe? Donc pour ça que maintenant, je suis toujours obsédé, mais j'ai délaissé un peu le truc. Enfin, je me suis dit, ça va arriver un jour, mais il y a autre chose dans la T'es vie. plus raisonné. Ouais, aussi. plus raisonné. Mais au début, c'est important d'être obsédé de toute façon. Oui. Ça permet de Bah, lancer c'est le ça qui truc. fait que... Faut avoir une énorme flamme en fait. Et puis après, bon, la flamme, elle s'éteint pas, mais elle est constante. Et donc, une fois que tu es diplômé d'école de commerce, tu fais quoi? Alors en fait, c'est plus. Alors en fait, quand je suis arrivé, donc j'étais encore en alternance. Du coup, bon, j'ai fait plein d'ultras avant. Ma course commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que d'ailleurs, je commençais à décrocher des sponsors. Je commençais à avoir des résultats sur des courses, etc. Parce que voilà, j'en avais fait une priorité. J'avais fait. En fait, le truc qui m'a fait un peu connaître, c'est qu'à l'époque, il y avait enfin, c'est pas à l'époque, il y a le GR75 qui fait le Tour de Paris. C'est un GR. En fait, ils l'ont créé pour les Jeux Olympiques en 2024. Et il y a une star du track qui s'appelle Mathieu Blanchard qui fait le tour du truc et qui fait un record. Et il poste une photo sur Insta et il dit battez-le quoi. Puis il se passe un peu de temps et puis mon associé donc, avec qui je suis c'est Étienne. Et on était en cours et on était à côté. Il me dit mec, faut que tu ailles le battre quoi. Et tout. Je dis ah, c'est chaud quand même et tout. Puis j'ai le temps, je me suis dit bon, c'est possible de le faire. Et je suis pas sûr qu'il l'ait fait à fond. Du coup, je dis, bah vas-y, samedi, on le fait. Du coup, samedi, on s'est organisé. Et puis, Donc, sur un coup de tête, vraiment, tu dis, je sur vais un coup de défier tête. un record. Alors que quoi. j'étais en pleine prépa pour une course. Et en plus, j'étais coach à ce moment-là. Donc, j'étais en 2023. Donc, il y a un an. Ouais, c'est ça. Voilà, un peu 2 plus ans, d'un quasiment. an. 2 ans. Et en fait, je fais ce truc-là, je bats le record. Et là, le Parisien me repartage. Ma publi fait quand même pas mal de vues, etc. Et là, je me suis dit, ok, c'est cool, quoi. Il y a pas mal d'attractions, mon nombre d'abonnés augmente un peu. Bon, je faisais pas ça du tout dans cet esprit-là, mais je me suis dit, ok, c'est cool d'être reconnu de commencer à être reconnu un peu dans son sport, dans un Et truc toi, où tu réagis comment? Parce que tu bats quand même un record. Ouais, je le bats, mais en fait, j'ai toujours appris qu'il fallait vraiment être humble. Et je me suis dit, en fait, je sais qu'il y allait avec le pied un peu freiné, parce que je connais Mathieu, je sais que j'ai pas le niveau de Mathieu, donc il fallait truc. Ok. Mais d'avoir battu Mathieu, ça faisait quand même un nom. Je l'ai pas trop utilisé en me disant, en faisant le mec qui se la pète, parce que je trouvais ça pas du tout humble de ma part. Ça restait quand même Mathieu, ça restait un peu un mec ultra fort. Donc du coup, je suis resté mesuré, mais j'ai quand même mis, voilà, j'ai battu Mathieu sans chrono. Et puis là, en plus, il l'avait mis généreusement dans sa publi. Battez-moi quoi. Donc du coup voilà, du coup ça a fait péter un peu ma publication, etc. Donc c'était un peu le projet qui a fait un peu, c'était le projet de mon année 2023 et là ça a lancé tout. Après j'ai fait le Vulcain et j'ai fait 3e. Après j'ai été à Madère, après j'ai fait Diagonale des Fous, j'ai fait le GR20, j'avais tenté le record, etc. Donc Donc, en fait, très vite, ça a vas été un domino en enchaîner. fait. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit ok, là il y a un truc à faire. Même si j'avais eu mon sponsor 2-3 mois avant. Team Chrome qui est juste là. Et du coup ça a tout lancé et du coup c'est là où ça a commencé et du coup quand je suis arrivé du coup on est en fin 2023 c'est ça on est en fin 2023 on est en fait j'arrive je suis dans mon alternance et je me dis qu'est-ce que je dois faire après quoi, Bah, c'est qu'est-ce ça. que je fais après. Parce que c'est bien beau la course, mais En comment fait, je me dis dans ma tête, je me dis t'imagines, qu'est-ce que je fais? Soit tu continues en finance sur Paris, soit tu laisses un peu plus de place dans la course à pied, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas vivre une vie de montagne, donc je commence à trouver des tafs en Suisse, aux États-Unis, à l'étranger, tu sais, le coup d'aller à l'étranger. Oui. Et j'essaie de toujours trouver un truc qui était près des montagnes. En fait, c'était un peu mon goal de vie, c'était ça, d'avoir un taf et de me dire j'habite près des montagnes, comme ça je peux courir. Et en fait, je me suis dit, c'est pas ça qui te correspond, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et puis en fait, il y avait un truc qui résonnait en moi depuis très longtemps, c'est de faire le Pacific Crest Trail, donc il y a un sentier qui traverse les États-Unis. C'était un peu un rêve, vraiment un rêve d'une vie, un peu comme la Barclay, mais c'était un rêve qui avait un peu moins d'obsession en moi parce que je me disais que c'était déjà un peu impossible. Mais moi qui adorais Forrest Gump, les quêtes un peu, etc., Into the Wild et tout, je me suis dit, c'est vraiment un truc que je veux faire. Et puis petit à petit, le projet commence à rêver. Je me suis dit, ah, est-ce que je me lancerai pas là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer là-dedans? Donc j'ai fini mon alternance. Non, j'étais pas encore pendant mon alternance. Et là, je me suis dit,
Ah, il faut que je le fasse, J'étais en train d'hésiter. Et là, bam, il y a un mec qui sort un documentaire dessus qui s'appelle Karel Sabé, qui est un peu mon idole. Et il sort une vidéo, un reportage sur son record sur le sentier. Et le reportage est incroyable. Et là, je regarde leur documentaire, je me dis, ah, c'est bon. C'est la révélation. C'est ça qu'il te fallait, quoi. Et donc, du coup, je regarde pour m'inscrire. Et malheureusement, j'avais dépassé la période pour avoir un permis. Et heureusement, il y en avait une deuxième en février. Sauf que bon, il y a beaucoup de gens qui postulent pour avoir un permis juste pour faire le sentier. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font en randonnée. Et là, on parle de combien de kilomètres? 4274. Et il y a, je sais pas, 9000 personnes qui randonnent le truc, mais il y a à peine 500 personnes qui finissent. Sauf que c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est comme si les gens, il y a Saint-Jacques-de-Compostelle en France, quoi, en Europe. Mais là, toi, tu es serein à l'idée de te dire, je vais faire quelque chose d'aussi exceptionnel, qui dure longtemps, qui est difficile. Ah, mais moi, j'en ai aucune idée, mais comme tu dis, je suis obsédé, donc quand je me suis dit, je vais y aller, quoi. Ouais, et sauf que j'en ai pas parlé à tout le monde. J'ai attendu de construire le truc, j'en ai parlé à mon coach avant, je lui ai lancé un vocal, etc. Je lui ai dit, voilà, c'est bon, quoi. Et puis après, j'ai arrêté du coup mon alternance. Et là, je me suis dit, de toute façon, ça va être ça mon projet de 2024. Ça va être de parcourir les États-Unis et préparer ce projet. Donc, du coup, j'ai fait un dernier ultra en décembre où je fais deuxième. Et l'année 2024 commence en janvier. Je fais mon visa pour les États-Unis. Je chope mon permis. Et là, je me dis, ça y est, quoi. Ça y est, c'est bon, je peux plus reculer. Comment on se prépare à une course comme ça? En fait, l'avantage, c'est que j'avais préparé sur des années, en fait, mes expériences avant. Donc, physiquement, je savais que j'allais être potentiellement prêt. Après, c'est plutôt mentalement. Comment ne pas craquer, comment organiser totalement ta ravitaillement. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile qu'on ne le pensait. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Parce que franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est exceptionnel. Comment on se prépare, et surtout mentalement? En fait, mentalement, je pense que c'est mon obsession qui m'a fait que j'étais prêt mentalement. J'ai toujours visualisé mes choses comme un malade. J'ai passé des heures et des heures pareil à parler avec des gens qui l'avaient fait, des gens qui avaient marché, à lire des récits de course, lire des vidéos. Je passais des jours à regarder les mêmes réels sur les trucs et tout. Vraiment, j'étais obsédé. Je pense que c'est hyper important. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que c'est hyper important de faire un focus sur c'était tout ce qui était sur la logistique, la planification, arriver le plus sereinement possible. Donc j'ai passé je me souviens, je me levais le soir, la nuit, je me réveillais et je disais, attends, faut que je repèse mon sac. Donc je repèsais mon sac sur la balance, je repèsais tout, je mettais sur Excel et tout, je repèsais et puis je disais, ah non, faut que je découpe ça. Et à 2h du matin, je découpais les étiquettes, tu vois. Parce que quand tu pars sur un projet comme ça, tu es tout seul tout le temps. T'as quelqu'un qui te suit. Ah non, moi j'étais tout seul, j'avais une balise GPS. Et en fait, mon truc c'était de me dire, je pars pour une vraie aventure, ma vraie aventure. En fait, il y avait aussi un truc dans ma tête qui me disait, les mecs qui ont fini la Barclay, ils ont tous fait une aventure, courte ou plus longue. Et du coup, moi je me disais, en fait, t'as fait des courses, mais t'as toujours fait des trucs qui s'étaient encadrés. T'as jamais fait un truc qui était une vraie aventure. C'est pas du tout pareil pour le coup. Pas du tout pareil. Et là, je me suis dit, ok, c'est une aventure qu'il te faut et tu dois vivre ta propre aventure. Ça doit te changer, quoi. Et donc, et puis j'en rêvais, quoi. Tu sais, en fait, pour moi, c'était le chemin d'une vie, quoi. Et du coup, quand je suis arrivé au départ, t'arrives, déjà, je faisais, bon, t'es un peu plus lourd, t'as ta belle peau, t'es bien rasé, t'es candide, quoi. Donc, après, je savais pas trop ce qui allait m'arriver, hein. Tu commences par un désert, t'arrives après dans des montagnes où t'as des ours et tout. Enfin, je savais pas trop, quoi. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'avais confiance en un truc, c'est que j'avais confiance en mon obsession. Et l'obsession, ça te mène toujours vers le bon chemin. C'est quoi qu'il arrive, je savais que même si j'allais avoir des moments bad, j'étais là, j'étais arrivé là, c'est moi qui l'avais voulu. Donc, t'avais pas un coach mental parce que souvent, on parle de coach justement pour t'aider dans ces aventures qui sont quand même assez extrêmes. Toi, non, tu t'es préparé plutôt seul. Alors pour le coup, ouais, je pense que j'ai jamais eu besoin de préparation mentale. Je pense que je me prépare très bien mentalement tout seul parce que, comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment ça ma qualité première, c'est l'obsession. C'est d'arriver à avoir mis l'obsession comme un vrai exercice. Tu vois, là par exemple, je vais faire une course qui s'appelle la Backyard dans une quinzaine de jours et j'ai fait tout en sorte pour être obsédé pour cette course et ne penser qu'à ça. Et donc je pense que c'est hyper important, c'est que ce soit dans le business ou dans ta vie de tous les jours, dans une relation ou quoi, c'est d'être obsédé par ça et mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et même sur le côté alimentation, comment tu gères? Parce que comment tu te prépares? En fait, je me suis dit, il faut que tu aies deux choses. Tu te prépares, mais il faut que tu laisses un peu d'inconnu. Parce que si tu prépares tout, tu vas te finir par devenir cinglé. C'est ça. Et en fait, je l'ai vu, tous les mecs qui préparaient comme des fous, ils ont pas fini. Et tous les gens qui ont laissé un peu de liberté sur leur sentier, qui se sont, entre guillemets, en fait, moi, ça va paraître un peu tiré par les cheveux, mais j'ai pris conscience que le sentier, il a un peu une vie, tu vois, il a un peu une âme, et il faut que tu te laisses absorber par ça, petit à petit. Et petit à petit, en fait, au début, le mec que t'es au kilomètre 0, c'est pas le même mec que t'es au kilomètre 10, et le mec que t'es au kilomètre 10, c'est pas le même mec. Et petit à petit, mon corps, il changeait. Tu vois, ta barbe, elle pousse,
ta mentalité elle pousse, ton cerveau il change totalement, ta manière de penser elle change. Tu vois, au début c'est simple, j'arrivais le soir, je faisais chauffer ma bouffe dans un petit truc, je passais 20 minutes à manger, je passais mon temps à préparer mon duvet, je passais 1 heure à faire ça et tout. J'avais des douleurs un peu dans le corps, Ah oui. etc. Je préparais bien. 2 semaines après, je mettais de l'eau froide dans mon truc, je bouffais comme ça avec la fourchette, Ouais, je t'as dormais comme l'instinct ça, un peu. rien à foutre habillé. J'avais rien à... En fait, tout avait totalement changé, j'étais devenu un animal, quoi. Tu vois, et C'est c'est ça qui l'instinct change. animal pour le coup. Et Ouais. après, tout avait totalement changé. Après, à la fin, je me souviens, sur les derniers jours, je dormais, je me mettais tout mon sac, je dormais sur le sentier. En fait, tu vois, faut accepter le fait que tu vas changer et le fait qu'il va y avoir des choses qui vont changer et que si tu prépares tout, tu planifies tout, Oui, ça se passe pas comme prévu et du coup. c'est mort. C'est mort. Et tu partais pour combien de jours à la base? 80. Donc tu étais prêt à passer 80 jours à courir tout seul. En fait, mon objectif de base, c'était de vivre mon grande aventure, le faire dans un temps plus rapide que la normale, parce que normalement, les gens, ils font ça en 140 jours. Et je me suis dit, le but, c'est de courir. Mon but, c'est de courir parce que ça doit aussi m'aider pour plus tard. Et donc, j'avais regardé un peu ce qu'avaient fait les meilleurs Français sur dessus. Il n'y en avait aucun qui l'avait fait en courant. J'ai zéro. Et j'ai rencontré un mec qui l'avait fait en 90 jours, en marchant en plus. Donc, c'est l'équivalent d'un marathon par jour en marchant. Et donc, je lui ai parlé, j'ai fait une visio avec lui. Je lui ai dit, écoute, mon objectif, ça va être de te fumer, quoi, tu vois. Oui, Mais oui. c'était gentil. Tu vois, c'est pas. Oui, c'est non, pas en mais au mode moins, te t'avais battre. un Et objectif, lui, il était quoi. hyper sympa. Il m'a dit, vas-y, écoute, si tu fais 80, moi, je ferai 70. Et du coup, le but, c'était ça. Et puis, en fait, bon, il y a aussi cet esprit-là chez certains randonneurs français où en mode, faut pas aller vite sur les sentiers, faut prendre son temps. Mais les Américains, ils sont pas comme ça, ils voient pas la même chose. Oui. Eux, ils sont en mode go, go, go. Mais ça, c'est très français. Mais du coup, j'avais l'objectif de faire 80 jours, donc ce qui était l'équivalent de 53 km par jour. Et donc, du coup, j'ai fait ces 53 km au début. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, en fait, tu peux aller voir beaucoup plus loin. Tu as la capacité de faire plus fort, plus loin, pousser ta machine. Et Physiquement, puis- t'arrivais à tenir tous les jours. Ouais, tous les jours. Donc le matin, tu te réveillais, parce que, enfin, j'imagine la plupart des gens ont des douleurs le lendemain, sont fatigués. Ouais, mais en fait, faut voir ça. C'est comme si, en fait, on te place, on prend ton corps, tu vois, et on le met dans un jeu vidéo. C'est comme ça, vraiment. On te prend toi, on te met dans un jeu vidéo, et tu as ta propre manette, c'est toi qui gères ta manette, et là on te dit go, c'est ton jeu vidéo là. Tu commences ton jeu vidéo, et ton point A c'est ton niveau 1, et ton point B c'est le niveau 12. Il faut que tu y arrives. Et en fait, du coup, tout ce qui se passe autour, tu sais même plus ce qui se passe sur la planète, Ah bah Terre. non, t'es T'es sur un complètement monde, déconnecté là. t'es déconnecté. Donc en fait, te lever le matin, t'es en mode c'est trop cool. Je vais aller voir de nouveaux paysages, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que je vais rencontrer? Moi, ce qui me faisait chier le matin, c'est de me dire que j'allais faire une journée un peu ennuyante, par exemple. Par contre, quand je disais, tiens, il va y avoir trop de dénivelé, une nouvelle montée, tiens, je vais rencontrer une nouvelle personne, c'était incroyable. Je rencontrais de nouvelles personnes tous les jours. Je me suis fait plein de relations. Parce que t'étais pas vraiment seul du coup. En fait, tu cours tout seul, mais. ouais, il y a en fait, d'autres moi, gens. tout mon sentier, je l'ai fait tout seul. Mais après, sur le sentier, tu rencontres des gens qui font en randonnée, tu rencontres des gens qui habitent autour du sentier. En fait, il y a une vraie économie autour Ouais. du sentier. Donc, il y a des gens qui ont fait en sorte que leur maison, ça soit un poste d'accueil pour les gens qui Ok. randonnent. Ouais. Donc, du coup, derrière, tu rencontres plein de gens. Et puis, ce qui était fou, c'est que voilà, tu as une fille qui te fait, je sais pas, un selfie avec toi parce que tu es le seul mec qui court sur le sentier. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que chaque année, il doit y avoir 1 ou 2 mecs qui le font en courant. Ok. Et du coup, là, cette année-là, on était 3 à le faire en courant. Il y avait moi, Kevin Russ et Alex Wright. Kevin Russ, il a abandonné, mais il l'avait déjà fait. Et Alex Wright, il a abandonné. Donc, je suis le seul qui l'ait fait. Et donc, du coup, les mecs, ils me faisaient en selfie. Ils disaient, allez, it's only French guy who run et tout. Et ce qui était important pour moi, c'était de véhiculer une bonne image et de pas faire le mec qui vient et qui dit, ouais, moi, je le fais en courant, etc. C'est vraiment de dire, voilà, moi, je le fais en mode rapide. C'est un peu mon objectif, mais mon objectif, c'est vraiment de découvrir le sentier. Et eux, ils étaient trop contents. Ils disaient, tiens, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. J'ai des gens, ils m'ont donné du cash et tout. Les gens, Ouais, ils étaient les fous, ils gens voulaient que je étaient réussisse en fait. Et après, les gens, ils t'envoient plein de messages, reviens génial, quand tu oui. veux. Et donc, du coup, cette force-là, en fait, j'avais compris ça, j'ai compris que la force de santé, c'est les gens en fait. C'est les gens que Ah, tu c'est une rencontres. aventure humaine avant tout. C'est une aventure. J'étais venu un peu pour l'aspect un peu performance, et après, tu te rends compte que c'est les gens, et il y aura toujours une partie de moi, dans moi, qui sera liée à ce sentier. Et du coup, c'est pour ça que moi, toute ma vie, je penserai à ce sentier-là, et peut-être que j'y reviendrai, j'y retournerai, c'est sûr. Et comment tu gères la solitude quand même tous les jours en courant? C'est une Parce phrase que très là- marrante et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a une différence entre la solitude que tu souhaites et la solitude que tu subis. Et la solitude que tu subis dans ton 9 mètres carrés à Paris en plein Covid, ça n'a rien à voir avec une solitude que tu as voulu, parce que celle-ci, elle est pure, elle est au-dessus de tout. Et quand tu es là, moi tu vois, je me souviens, je suis dans la Sierra Nevada, qui est une zone sauvage complète. Tu trouveras jamais ça en Europe, à part peut-être en Norvège ou dans des zones vraiment très très sauvages.
Et là, t'as vraiment personne. T'as pas de ville, t'as rien sur des kilomètres. T'as des ours, etc. Et là, je suis en face d'un lac de montagne et je suis dans mon duvet, tu vois, et je me dis, là, il n'y a personne. Et à 100 km devant, il n'y a personne. 100 km derrière, il n'y a personne. 100 km ouest, est, il n'y a personne. Je suis tout seul. Tu es là, tu es tout seul devant ton lac et là, tu te dis, waouh, j'avais pas de réseau, donc pas moyen de communiquer avec les gens. Juste une balise GPS. Donc là, tu es là, tu es, ah putain, qu'est-ce que c'est bien la vie, quoi. Ouais, là, J'ai rien, t'as pas d'impôt à payer à la fin, fin du mois, t'as pas quelqu'un qui te fait chier. T'as rien, t'es là, t'es waouh, c'est incroyable quoi. Et puis chaque jour quand tu passes, tu vivais ces moments de solitude dans la Sierra Nevada et c'était. Et tu découvres quoi sur toi à ce moment-là? Parce que tu vas quand même chercher très loin. En fait, je suis quelqu'un qui philosophe beaucoup. Donc du coup, de manière générale, dans ma vie, ça m'a pas beaucoup changé. Parce que moi, même au repos comme ça, je philosophe, je pense à des concepts et tout. Donc du coup, là forcément, je pensais. En fait, dans ce genre de sentier, tu penses toujours à ce qui va se passer un peu au lendemain et au sentier. Donc ça, c'est très compliqué. Je conseille de pas trop le faire, de vraiment rester à l'instant présent. Mais moi, j'étais toujours en mode, ah, demain, je vais rencontrer ça. Attends, je suis dans la Sierra, c'est incroyable. Genre, j'ai toujours là en mode de dire, putain, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi. Genre, c'est pas, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Genre, moi, je regardais des vidéos YouTube à l'époque sur ces moments-là, quoi. Et là, je me suis dit, putain, c'est toi là, c'est toi. Donc, kiffe, quoi. Kiffe. Et du coup, mais malheureusement, je pense que c'est pour ça que j'aimerais bien revenir dessus, pas forcément pour faire tout le truc et tout, mais juste pour faire quelques petites sections, pour reprendre un peu plus mon temps. Parce que moi, par exemple, une descente voilà, d'un sommet, je la faisais en 2 secondes, parce que je courais forcément. Et du coup, parfois, je regrette un peu de ne pas avoir pris le temps. Mais voilà. Parce que toi, tu cherchais quand même un petit peu la performance. Bah, en fait, oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé, je me suis dit, j'ai pas 6 mois à faire sur un sentier. Je les ai pas, les 6 mois. J'ai pas envie de passer 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il faut que je le fasse le plus rapidement possible. Donc, après, c'est passé de 3 mois à 2 mois qu'à 6 mois. Parce que tu as fini en combien de temps, du coup? En 65 jours, du coup, ouais. Ce qui faisait 65 km par jour. Donc là, c'est exceptionnel. Parce que par rapport à la personne à qui tu te comparais, là, tu faisais vraiment moins. Mais en fait, il y a eu un. Du coup, quand j'ai fini, je suis rendu dans un truc où j'étais en mode, ok, là, tu peux aller encore plus loin, tu peux pousser la machine encore plus loin. Et en fait, j'étais rendu dans un truc où je prenais vraiment. Je voyais le truc un peu comme une course, quoi. Et quand j'ai fini et que je suis arrivé, je me suis dit, putain, tu l'as fait, quoi. Tu vois, je me souviens, je suis arrivé devant la bordure du Canada. Et je me suis regardé, je me suis frotté les yeux, je me suis dit, waouh, attends, mais t'as fait ça là? Et en fait, j'ai pas réalisé tout de suite, je me suis dit, c'est pas fini. Demain, tu vas peut-être continuer encore, etc. Et en fait, je suis arrivé à la chambre d'hôtel. Après, je suis allé au Canada, bref, j'ai fait du stop et tout. Et je suis resté 1 mois, en fait, écarté un peu de toute civilisation sur une île où il n'y avait rien du tout, dans une cabane chez un mec. J'ai vécu dans sa cave et tout. Et en fait, j'étais en mode 1 mois et je me suis dit, putain, mais en fait, là, waouh, en fait, j'avais envie de revenir sur le sentier, en fait, j'étais un peu déprimé, quoi. Mais c'est ça, parce que déjà, un retour d'une aventure en général, c'est compliqué. Ouais. Mais alors là, quand tu passes autant de temps tout seul à te dépasser, j'ose même pas imaginer. En fait, j'ai eu 2 breaks, j'ai eu deux gros breaks, j'ai eu ce moment de break là, mais en fait, ce moment de break là n'était pas encore trop intense parce que je savais que j'avais quand même besoin de repos. Donc j'avais besoin de repos, j'étais content d'avoir du repos. J'étais dans un endroit où j'avais quand même un peu de nature, sur une île au Canada, donc c'était cool. Mais après 1 mois, je me suis dit, il faut que je me casse. Donc je me suis barré de là et j'ai refait un peu de bikepacking. Et puis après, en fait, j'avais une aventure qui me suivait juste après. C'est qu'en fait, j'avais une course qualificative pour la Barclay, qui s'appelle la mini Barclay. En fait, si tu la gagnes, tu es qualifié direct d'office pour la Barclay. Okay. Parce qu'il n'y a que 40 personnes qui sont prises chaque année, donc il faut trouver un peu son moyen de s'inscrire. Donc là, tu réenchaînais avec quelque chose d'extrêmement physique. Et donc, du coup, pas tout de suite, je suis allé chez ma famille, parce que j'ai de la famille aux États-Unis. Voilà, j'ai pas subi le contre-coup. Donc là, ça se passait bien. J'ai fait cette course-là au mini Barclay, donc j'avais encore de l'adrénaline en moi. Donc j'ai fini 2e. Donc voilà, mais j'ai fini 2e, mais même si c'était je voulais absolument finir premier, j'étais pas déçu parce que j'avais vécu ce projet-là. Et j'ai eu vraiment une fracture quand je suis arrivé en France. Là, parce qu'en fait, là, je me suis dit, oh, en fait, les gens, ils ont continué à vivre. Eux. Et c'est là le plus catastrophique parce que tu te rends compte que toi, ça n'a rien passé c'est pas rien passé dans ta vie, mais t'as pas vécu la vie classique. Il s'est passé ta vie intensément. Et eux, ils ont vécu leur vie classique. Et tu as une fracture. Mais il y a un décalage énorme. Et tu es là, tu es en mode waouh, c'est chaud là. Et surtout, je devais commencer un poste en finance. Donc c'était 2 semaines après. Parce que moi, c'était mon truc. J'avais promis à mes parents, j'avais dit, je veux bien faire cette aventure. Enfin, mes parents m'avaient dit, tu veux bien faire cette aventure là, mais c'est cool d'avoir un taf quand même après. Et pourquoi tu considères à aucun moment le fait de devenir vraiment professionnel? Non mais t'inquiète pas, j'avais déjà réfléchi à ça. C'est que je me suis dit, il me faut une sécurité. Tu vois, il me faut un truc. J'avais pas de revenus, j'avais rien. J'allais pas juste lancer mon truc d'entrepreneur en sachant que en fait, si j'avais pas
fait un taf, même si je me suis barré après une semaine. Parce que pour le coup, je remercie quand même de l'avoir fait. Parce que ça m'a quand même permis de me remettre un petit peu une petite routine de vie. Sinon, je serais parti pour un autre projet. Et c'était pas l'objectif de ma vie. Faire des projets tous les jours, c'est cool, mais il me faut quand même un cadre. Et donc, du coup, moi, j'avais déjà pensé. Je me souviens dans la cave chez Mike, j'avais des feuilles blanches, je les ai encore chez moi. Je mettais des bullet points et je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après. Donc, c'était quoi mes rêves et tout. Là. Et donc, quand je suis arrivé en finance, etc. J'ai fait ce taf-là une semaine. Et là, j'ai dit, waouh, non, c'est pas fait pour moi. Le décalage, il est énorme. Moi, je dis, je vais me lancer dans mes plans que j'avais fait de base. Ça m'a quand même permis d'avoir une petite routine et tout. Et du coup, mais le pire truc, c'était ça. Ça m'a mis une grosse déprime. Et le deuxième truc, c'était d'être sursollicité aussi. En fait, ça m'a un peu éloigné de ce que je voulais aspirer à faire. C'était en fait, quand j'étais sur le PCT, j'étais vraiment aspiré par le sentier. Et l'humilité du sentier, le côté proche de la nature. Et en fait, t'arrives, là, t'es sursollicité. T'as des podcasts, tu racontes un peu ta vie, tu te mets un peu en avant. Même si c'est pas forcément ce que tu veux, les trucs vont parfois être mal interprétés, etc. Et du coup, c'était pas ce que je voulais forcément, de trop me la raconter. Ça devient trop intense. Ouais, c'était ça. Et du coup, ça m'a mis un gros break aussi. En fait, je le voulais aussi, raconter mon histoire, etc. C'était hyper important pour moi. Mais le truc, c'est que j'ai accepté trop de trucs, j'ai accepté des podcasts de partout, etc. Et parfois des choses qu'il fallait se déplacer à Paris. Tu vois, c'était des trucs qui n'étaient pas forcément en accord avec la vision de l'aventure. Et du coup, il y a eu aussi ce break-là. Donc tout ce break-là, ça m'a mis un peu une claque. Parce que là, mentalement, à un moment donné, Ouais, tu vrilles, quoi. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Faut vite que je redescende. Oui, puis t'es pas aligné à cette vie, pour le coup, parce qu'il n'y a rien qui... Heureusement, j'ai des amis qui, du coup, sont plus terre à terre, très montagne, et qui, eux, m'ont permis de me remettre sur le droit chemin, d'où l'importance d'être bien entouré dans sa vie. Donc, j'ai un de mes potes qui m'a dit, mec, frère, arrête de raconter ta vie, refocus-toi là sur ta vraie vie, sur ce que tu veux faire, etc. Les podcasts, c'est cool, bien entendu, parce que tu veux développer aussi ton activité de coaching derrière, donc ça te permet de te faire de la pub, etc. Oui, puis ça aide à inspirer d'autres gens. Ouais, ça aide à inspirer d'autres gens. Toi aussi, tu t'inspirais des autres. Mais ne tombe pas là-dedans. Ne tombe pas là-dedans dans cette dans cette quête du sur-moi, tu vois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui passent trop de temps à se la raconter, mais qui font rien à côté. Donc du coup, c'est cool de se la raconter, mais il faut aussi rester terre à terre. Ouais. Et pas perdre de vue ton objectif. Exactement. Et du coup, voilà. Donc après... c'était pas facile à faire, mais l'avantage, c'est comme je dis, je suis quelqu'un d'obsessionnel, donc j'ai très vite rebondi. En fait, je me suis dit, voilà, j'avais toujours voulu, en fait, je m'étais toujours dit, si tu veux faire du coaching dans le trail, il va falloir que tu aies une preuve sociale. Il va falloir que tu aies une preuve sociale. Je l'avais, mais il fallait un truc déterminant. Donc, cette traversée des États-Unis était le moment un peu clé pour pouvoir lancer un peu mon business de coaching en ligne sur le sport et l'ultra trail, en sachant que j'avais déjà les diplômes par rapport à mes années de STAPS. Et j'avais toute la vision marketing, financier par rapport à mes années d'école de commerce. C'est vraiment complémentaire. Donc en fait, j'avais tout. Et du coup, je me suis dit cool. Et en fait, le truc, c'est que je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas par où commencer. Donc l'avantage, c'est que j'avais un peu la vision, mais entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais, quoi? Sur les réseaux, ça t'a pas... enfin, le fait de faire cette course, ça t'a forcément aidé. En fait, le truc, c'est que je voulais lancer un peu la machine et après faire la pub après. Donc du coup, j'ai contacté un de mes potes, du coup, qui est mon associé aujourd'hui, et lui, il m'a dit, écoute, mec, je te fais ton site, je te demanderai en retour, mais peut-être que plus tard, tu vois, on va faire un truc, et peut-être que plus tard, je te demanderai quelque chose en retour, mais pour le moment, vas-y, je te fais ton site. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, il m'a fait mon site, et déjà, ça me permettait de me mettre encore plus dans le processus, commencer à faire mon statut d'entrepreneur, etc. Et là, je me suis dit, bon, voilà, t'y es, quoi, tu te lances dans le coaching, et il va falloir démarrer le truc. Au début, le plus dur, c'était de me dire, est-ce que ça va marcher? Ah oui, t'as douté quand même, parce que bon, là, t'avais mais j'ai douté parce que c'est cool, mais il y a des milliers de coachs dans le monde, il y a des milliers de coachs en France, il y a des milliers de coachs, il faut savoir qu'il y a il doit y avoir, sur 100% des coachs, je pense qu'il y en a 90% des coachs qui n'arrivent pas à en vivre, qui font autre chose à côté. Oui, mais là, toi, t'avais fait des choses assez exceptionnelles qui te permettaient de là en vivre, c'est compliqué, parce que puis, c'est pas facile. Et puis le trail, c'est un sport où tu peux pas te tarifer comme n'importe quel coaching, parce que c'est un sport qui est quand même mince, qui est quand même plafonné par rapport à d'autres sports. Et donc du coup, c'est très compliqué de se faire aussi de l'argent, et il faut aussi faire en vivre, même si c'était pas forcément la nature première. Enfin, ça reste la nature première de se faire de l'argent, mais je veux dire, c'était pas forcément la motivation. Mon but, c'était vraiment d'apprendre, de transmettre. Et donc du coup, c'est pas évident. Et du coup, je lance ma pub sur mes réseaux en me disant, bon, peut-être un ou deux mecs. Mais je m'attendais pas à...
Tu vois, mon pote Étienne, il me disait, ouais, peut-être lance un produit avant pour tester avant. Moi, j'avais pas, j'étais un peu incertain. Et je lance ce truc et là, j'ai mon agenda, Google Agenda, 40 rendez-vous dessus. Et je me dis, ça m'étonne pas. oh, waouh. Et là, du coup, je lance le coaching et là, du coup, j'avais mis tous mes athlètes. Et là, je me suis dit, tu vas pouvoir souffler, c'est cool. Et surtout, tu as enfin la vie que tu voulais, la liberté de pouvoir te lever le matin, faire ce que tu veux. Mais je voulais voir encore plus loin que le coaching et je voulais me dire, tu veux construire encore quelque chose de plus grand et aussi m'affirmer professionnellement. Et donc, c'est pour ça qu'après, je me suis associé et essayer de construire un truc plus grand. Mais c'est ça un peu la vision et en fait, au-delà de ça, de vraiment être libre. La liberté de tout ce que je veux faire. De pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. La liberté, je pense que c'est le plus important. Ah, mais on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on fait ça, je pense. À côté, tu peux pas te faire sponsoriser et gagner ta vie vraiment avec des marques? C'est pareil. Moi, je suis sponsorisé aujourd'hui par des marques. Le truc, c'est que j'ai pas la prétention aujourd'hui d'avoir le plus haut niveau du roster. J'ai pas du tout le gros niveau du roster. Moi, je suis vraiment dans une niche de course d'aventure, pas de quête de performance. Donc déjà, ça restreint pas mal les sponsors. Parce que moi, déjà, mon but, c'est pas de faire des courses UTMB, etc. Même si jamais, j'aurais pas le niveau aujourd'hui pour faire des gros classements. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment de faire des grosses aventures. C'est vraiment ça ce qui me galvanise. Donc déjà, ça réduit un peu, comme j'ai dit, le potentiel de sponsor. Et puis derrière, vu que je viens de commencer il y a 2 ans, c'est petit à petit. Et puis c'est difficile pour eux de te financer complètement. Parce qu'en fait, j'ai pas encore la visibilité d'un mec comme Mathieu Blanchard qui a 400 000 abonnés, qui lui peut demander des gros sponsors, des gros partenariats. Donc moi, j'ai des sponsors qui me permettent de m'auto-financer. Mais de là à me financer, ça reste un sport qui est quand même encore early, tu vois, qui est encore assez bas, il n'y a pas encore trop d'argent, mais ça va venir, ça va venir. Et c'est quoi tes rêves pour l'avenir, si ce n'est la Barclay? Franchement, au début, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit la Barclay, la Barclay, la Barclay. Mais d'avoir fait le PCT, d'avoir fait plusieurs choses, je pense que j'en ai bien d'autres qui sont encore bien plus spirituelles, c'est-à-dire de vraiment continuer à prendre autant de plaisir que ce que j'ai pris avant, de continuer à rechercher cette quête de liberté, cette quête d'aventure. En fait, mon but, c'est plus de vouloir chercher les sommets, de faire forcément des trucs hyper extrêmes et tout. C'est vraiment de m'épanouir. Tu vois, là, par exemple, je vais me lancer dans une traversée des Pyrénées. Je me lance cet objectif-là de le faire dans un temps record. Mais au-delà de ça, je me suis dit, en fait, tu vas juste traverser une chaîne de montagnes. Tu vas passer du temps en montagne. Tu vas vivre des émotions intenses. Tu vas vivre une autre aventure. Et c'est juste ce que je veux, quoi. C'est vivre d'aventure. En fait, je veux en faire moins dans l'année, mais quand j'en fais moins, j'en fais plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment faire beaucoup quand j'en fais. Et donc, de vivre des expériences et de les partager avec d'autres personnes aussi. De partager des projets avec des amis. Et que ce soit dans le milieu professionnel aussi. Continuer à inspirer des gens, je pense que c'est hyper important. Et surtout, un troisième plan, et ce qui est hyper important pour moi, de garder cette philosophie de rester les pieds sur terre. Voilà, ok, tu as fait des choses, mais en fait, tu es toujours rien. Potentiellement, tu es toujours rien. Tu es que poussière. Peut-être que dans quelques années, tu vas finir dans un cimetière. Tu vois. Donc, il faut rester humble. Mais ça, c'est tellement important. C'est bien de le dire. Il faut rester humble, je pense que c'est hyper important parce qu'on peut vite prendre la grosse tête. Parce qu'il y aura toujours plus fort que toi, surtout dans l'ultra-running. Ou même, déjà, c'est un des seuls sports où la fracture entre le niveau entre les femmes et les hommes, elle est hyper faible. Parce que les femmes, il faut savoir que d'un point de vue scientifique, elles sont plus endurantes que les hommes. Donc plus c'est long, entre guillemets, plus les femmes ont plus de chances de performer que les hommes. Donc voilà, donc bref, c'est pour ça qu'il faut rester humble, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. En tout cas, de rester sur la même ligne directrice, de ne pas prendre la grosse tête, etc. et toujours garder la puissance. Donc ça, c'est la question que j'allais te poser, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui veut un peu se lancer dans ce sport, mais qui ne sait pas trop par où commencer? Pour moi, le premier point, et je pense que c'est hyper important, c'est dans cette quête aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est travail en silence. Faut s'affermer en fait. Faire son travail tranquillement. Tu vois, moi je vois souvent ça, c'est que t'as ta grotte. Au début, elle est rien, t'as ta pioche, t'as une pioche pourrave, tu vois, et tu tapes dedans et tu tapes en silence, tu vois, tapes en silence. Et puis après, petit à petit, plus tu creuses et plus ta grotte elle va devenir grande et puis il y a du monde qui vont s'intéresser à ta grotte, qui vont regarder dans ta grotte, qui vont dire ah bah tiens il y a des trucs dedans, etc. En fait, il faut vraiment voir ça. Il faut vraiment travailler en silence, à grossir cette grotte jusqu'à ce qu'elle devienne monstrueuse et puis en fait la réussite ça aura forcément du bruit derrière. Mais je pense que c'est hyper important de ne pas vouloir trop montrer. Tu vois, moi aujourd'hui, je vois des gens, c'est absurde, quoi. Ils montrent tout ce qu'ils font dans cette obsession de toujours tout montrer. Ils peuvent pas s'empêcher d'aller s'entraîner sans vouloir montrer. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne montrent pas, est-ce qu'ils iraient s'entraîner? Tu vois. C'est des bonnes questions. Et en fait, il n'y a pas. Non, pour moi, c'est pas bien.
pas bien. Je Oui, pense donc que toi, c'est tu veux important. te servir vraiment des réseaux pour que ça puisse t'aider, mais ça ne devient pas l'objectif premier de... En fait, bizarrement, c'est bête, mais moi j'ai toujours dit, et je pense que je le ferai, sincèrement. Je pense que le jour, et je dis pas que je le ferai, enfin j'espère, c'est la meilleure chose que je me souhaite, si un jour je finis la Barclay, les réseaux, ciao quoi. Je disparais quoi, vraiment. C'était toujours mon truc. J'ai cette image de Thanos, qui est, je sais pas si les gens ont déjà vu Avengers, bon c'est un peu un film, bon, j'adore le cinéma, mais la référence est un peu naze. Mais en fait, dans Avengers Infinity War, il y a le boss de fin. En fait, son but, c'est de fumer la moitié de la Terre. Et c'est vraiment son rêve ultime. Mais il faut voir ça plus dans un sens philosophique. Il fait pas que ça juste pour tuer les Oui. gens. Et en fait, il claque des doigts. Et en fait, on pourrait se dire, le mec, ah ah ah, tu es trop content. En fait, le mec, il arrive à la fin. On voit l'image de fin. Il est dans sa petite montagne, à élever des petites chèvres. Il est assis sur une chaise et il regarde la vue. Et il est paisible, quoi. Et moi, mon truc, c'est ça, c'est de me dire, t'as fait ton rêve et tu t'écartes et ciao, quoi. Donc, mon but là, c'est de donner de l'information, de montrer un peu mon processus jusqu'à la Barclay. Et puis, juste, le jour où je l'aurais fait, bah, pas forcément quitter, mais réduire considérablement, en tout cas de manière personnelle, pas forcément du côté Donc, premier. tout ce qui est côté reconnaissance, tout ça, c'est pas forcément quelque chose que tu cherches. C'est toi, c'est vraiment... Je l'ai cherché, Ouais. ça serait mentir, hein, ça serait un gros hypocrite Voilà. de le dire, je l'ai pas cherché. Mais en fait, maintenant que je l'ai eu, je me dis, Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment, quoi? qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Ça a apporté des superbes relations, des superbes expériences, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut. Je pense que c'est pas. pas ce que tu Et cherches. surtout, tu perds vite la quête. C'est comme si tu étais sur une boussole. Et en fait, ton objectif, il est vers le nord. Et en fait, quand tu fais trop de sollicitations, bah, la boussole, elle change de sens, elle change de direction et tu prends une autre direction. Donc Et voilà. est-ce que t'as pas peur que tout devienne un peu fade une fois que tu auras fait la Barclay? Ouais, bah déjà, premièrement, je reste humble. Donc pour moi, dans ma tête, je me dis, je la finirai, mais en même temps, c'est une quête pour moi qui sur une vie. Donc non, pour l'instant, je me dis pas ça. Et deuxième temps, j'ai réussi à me trouver d'autres passions pour la montagne, pour des aventures. Tu vois, là, j'ai encore plein d'autres rêves. J'ai encore le rêve de traverser bah, du coup les Pyrénées dans pas longtemps. J'ai encore un rêve, pourquoi pas, de revenir aux USA et faire d'autres projets là-bas, et en Islande. Oui, en fait, tu En fait, trouveras il y a toujours de il y a nouvelles... toujours des trucs. Mais ce qui est sûr, ça sera de faire mince, de rester plus pour moi, le faire plus pour moi, faire plus pour les autres, plus pour les autres, plus pour moi, plus pour mes proches. Et puis voilà, je pense que c'est ça la Et finalité. aujourd'hui, tu es vraiment soutenu dans tout ce que tu fais? Ouais, franchement, c'est ouf. Déjà par mes potes, par mes proches, par les sponsors surtout. Franchement, enfin, je veux dire, moi au début, j'ai commencé et j'avais pas un grand niveau et j'ai eu quand même des sponsors qui m'ont soutenu. J'avais un sponsor nutrition qui m'ont aidé dès le début alors que j'étais pas du tout connu. Enfin, j'avais pas du tout de reconnaissance. Et là, aujourd'hui, j'ai signé chez eux par exemple. Donc, ouais, franchement, enfin, j'ai l'impression d'avoir eu pas le syndrome de l'imposteur non plus, mais d'avoir été limite soutenu de fou alors que j'avais pas fait grand chose au début. Ouais, c'est des gens qui ont cru en toi dès le début. Et ouais, c'était ouf. Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai été authentique. Et je pense que Ouais, c'était c'est plus ce que important. j'allais dire, hein. C'est que j'ai pas cherché à véhiculer quelque chose d'autre, de vouloir copier des gens. J'ai toujours voulu rester authentique. En fait, pareil, des fois, je mettais peut-être des stories d'idiots. Tu vois, il y avait un truc que je faisais souvent. Moi, je fais un truc qui s'appelle du hors-sentier. Donc, je m'entraîne beaucoup en faisant du hors-sentier. Donc, typiquement, quand je suis dans une montagne, je vais pas forcément suivre les chemins. Je vais couper droit dans le pentu, etc. Et je me filmais dessus en faisant du hors-sentier, etc. Et en fait, moi, c'était un truc que je voulais véhiculer. C'était de pas forcément rester sur les sentiers, faire du hors-sentier, de s'amuser, etc. Et parfois, tu peux passer pour un idiot, mais en fait, c'est quelque chose que je véhiculais et les gens, bah, ils me suivaient aussi pour ça, pour Pour ce qui voir d'autres t'était, choses, quoi. Mm. Donc, je pense que c'est important, rester authentique et c'est grâce à ça aussi que ça m'a permis d'être soutenu. En tout cas, moi, les messages que j'ai reçus, c'était toujours ça. Merci d'être authentique, merci C'est de vrai. ne pas montrer une vie, de pas montrer juste l'aspect performance du truc, montrer des extraits Strava tous les 4 matins. En fait, les gens, ils s'en foutent. Non, C'est- les non, mais gens veulent en fait, voir les gens, le vrai, c'est quoi. non, mais ce c'est qu'il y a vraiment derrière. hyper important et ça, je vais te dire vraiment. Mais les gens, ils en ont rien à foutre de ta sortie Strava du matin ou du soir. Ils regardent ton truc, ils vont swiper. Ils en ont rien à foutre que tu aies couru 6 ou 10 km. Par contre, ce qu'ils veulent voir, c'est le message que tu vas transmettre à ta sortie ou alors qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti. Voilà, ta sortie, enlève-la. Les gens, ils s'en foutent. Par contre, raconter ton processus. Ouais. Et pas forcément c'est à raconter, dire voilà, tiens, moi je fais ça aujourd'hui, j'ai couru 10 km en 40 minutes, tiens, moi je fais un marathon, tiens, cette année j'ai fait tous ces ultras là. En fait, non. Moi, c'est pour ça que j'essaie de poster le moins possible en termes de posts sur mon Instagram. Par contre, quand je fais des posts, j'essaie de faire des longs posts un peu philo, un peu introspectifs sur ce que je fais. Et je pense que c'est important de prendre du recul, être humble. Voilà, je pense que c'est. Qu'est-ce que tu veux le plus transmettre en partageant tout ça?
Mais je reviens à ça, je pense, je le dis tout le temps, c'est un truc qui est deux mantras qui sont un peu complémentaires. C'est hike or run your own race, c'est-à-dire fais ton propre chemin, n'essaie de pas de copier les autres, suis ton propre truc au début, sois discret, etc. Et ça marchera forcément si tu es obsédé par quelque chose. En fait, c'est simple. Faut voir une courbe exponentielle sur une courbe. C'est si tu as un projet, la courbe elle est toujours croissante dans ta termes de motivation et de discipline et d'obsession, c'est obligé. Mais il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas de la réussite. C'est obligé. C'est sûr. Non, mais il n'y a même pas matière à débat. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est un mantra des Navy Seals qui dit slow is smooth, smooth is fast. Je le dis tout le temps partout, mais c'est hyper important. C'est lent, c'est doux, doux, c'est rapide. Ça, c'est pas parce que tu es lent que ça va pas être rapide à la fin. Vaut mieux des petites accumulations de petits actes que faire 3 fois par semaine des gros actes. Donc il faut y aller, être constant. Tu vois, C'est moi, la discipline. si je revois mon année, par exemple, mon année 2021, j'ai dû courir, je crois, 1500 km. Ce qui pour un coureur de haut niveau ou de bon niveau, c'est nul, clairement. 1500 km pour un coureur de bon niveau, c'est nul. Et bah, je pourrais me dire, c'était nul. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est l'accumulation des petites. En 2020, j'ai fait 1000. En 2021, j'ai fait 1500. En 2022, j'ai fait 3000. En 2023, j'ai fait 4000. Et en 2024, là, j'ai fait 7000. Et tu vois, c'est toute cette accumulation de choses qui font que tu arrives là. Et si tu te reposes que en te disant, ouais, tiens, je vais faire du gros là, et puis l'année après, je fais du petit là, bah, c'est pas ça. Donc je pense que c'est important. Constant et c'est ce qui. La constance, je pense que c'est hyper important. Et voilà, lancer doux, c'est rapide, c'est vraiment le. Ah, c'est une belle phrase. Ouais, c'est un mantra des Navy Seals. Donc, Et je t'ai demandé d'emmener un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi celui-ci? Ouais, bah écoute, il est juste là, donc ça fait bien rire parce que bon, les gens ils vont se demander qu'est-ce qu'il fait, il ramène son caleçon sale ou son maillot de bain. C'est vrai. Écoute, en fait c'est simple, c'est un short. Donc pourquoi ce short il a plus de valeur que n'importe quel short? Bon, je pense que comme vous pouvez le voir, Il a vécu. il est littéralement explosé, il est troué là, il a des trous partout. En fait c'est le short que j'ai depuis 2022-23. Donc il a déjà traversé beaucoup de choses, des GR20 en Corse, il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'aventures. C'était un peu mon short fétiche. Et surtout il a traversé les États-Unis, du sud au nord, donc 4000 bornes, et je pense qu'il a dû faire au moins 15 000 bornes dans toute sa vie. Donc voilà, il a vécu, il a énormément vécu, et surtout il a fait la Barclay Fall Classic, donc il y a une course qui est la mini Barclay, tu passes dans des ronces en fait, et du coup c'est pour ça qu'il a des traces, déchiré, etc. Il est détruit, mais c'était important pour moi de le garder et je le garderai tout le temps. Pour le coup, en fait pourquoi je le prends aussi, c'est parce que je suis quelqu'un qui suis pas du tout matérialiste, c'est-à-dire que moi en fait j'ai aucune attache pour les objets, c'est-à-dire que moi toute ma vie tient dans une boîte en fer, c'est-à-dire qu'en fait si par exemple il y a un incendie chez moi, il y a un seul truc où je vais aller, c'est ma boîte, et après je pars. Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre. Pour moi, les fringues, j'ai pas d'attache pour ça. Et du coup, c'est assez marrant, c'est que ce short-là, pour le coup, j'ai vraiment une attache. Ouais, parce qu'il te rappelle vraiment toutes les aventures que tu as vécues. Ça me rappelle beaucoup d'aventures, la sueur que j'ai eue, donc c'est pour ça que je les garde. Ouais, écoute, c'est un bel objet et c'est fort de sens. Merci Antoine. Bah écoute, merci beaucoup à toi, c'était vraiment très sympa C'était impressionnant. Enfin, moi, ton parcours m'inspire beaucoup. Je suis sûre qu'il inspirera beaucoup de personnes. J'espère aussi. Et bah, continue. Bravo pour tout ce que tu fais. Bah, merci beaucoup en tout cas, et encore merci. Puis je te souhaite encore de bonne continuation pour ton projet. Et j'espère que les autres invités seront encore plus écoute, cool. J'ai des invités tellement différents et c'est ça que j'adore pour le coup, c'est de montrer qu'il n'y a pas un chemin vraiment et que tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Et je trouve que toi, tu montres un chemin qui est quand même assez... Enfin, il y a peu de gens qui font ce que tu fais. Non, je pense que c'est hyper important, et que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, la première qualité, je pense, c'est résilience. Et l'obsession, je pense que pour le coup, ce sera vraiment le mot qui résume l'épisode. Je pense que c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.